Donc aujourd'hui on va faire JavaScript. Comme a dit Anto, il y a 2 semaines on avait fait HTML. La semaine dernière on a fait CSS, mais là on va fournir de toute façon tous les fichiers pour repartir au même stade que tout le monde, donc pas de stress. De toute façon JavaScript c'est vraiment quelque chose à part. Donc aujourd'hui JavaScript, vous faites bien de venir à celui-là parce que c'est celui-là où ça va commencer à devenir compliqué. Donc là on va se faire des nœuds au cerveau. Alors, donc, comme on a vu il y a 2 semaines, toi t'as déjà fait un petit peu de JavaScript peut-être? D'accord, bon bah tu vas peut-être t'ennuyer. Bon. Ok, donc, comme on a vu il y a 2 semaines, quand on fait un site internet, on utilise HTML pour créer le contenu du site. Donc vraiment ça va être les titres, les paragraphes, les images, de la vidéo, vraiment tout ce qui est vraiment le contenu. Ensuite on a un deuxième langage qui s'appelle CSS, qui sert à faire l'apparence du site. Donc c'est une fois qu'on a bien mis le texte, les images, il faut bien qu'on les place d'une certaine manière, qu'on choisisse la taille du texte, la police, la couleur. Et JavaScript, c'est la 3e brique, donc c'est le 3e langage important quand on fait du développement web côté client. On verra le côté serveur avec Node.js, c'est complètement autre chose. JavaScript, ça sert à faire... Je suis un peu dans les trucs en fait. Ça sert à faire ce qu'on appelle le comportement. Donc on a HTML le contenu, CSS l'apparence, JavaScript le comportement. C'est la sainte trinité du web, c'est très important de comprendre et chacun a vraiment un rôle spécifique. Et on va voir aujourd'hui à quoi ça sert JavaScript. Donc quand on parle de JavaScript, on va parler d'interactivité. En fait dans le navigateur, historiquement, les pages internet au début c'était très simple, c'était juste du HTML. Ensuite il y a eu CSS qui s'est rajouté pour remettre de l'apparence. Et ensuite, on a rajouté JavaScript pour faire de l'interactivité. C'est-à-dire que l'interactivité, c'est répondre aux interactions utilisateurs, par exemple au clic ou au clavier. Donc au clic, au clavier, en fait, JavaScript, ça va donner des outils pour pouvoir faire que, par exemple, quand quelqu'un clique sur un bouton, on va pouvoir, je sais pas, changer l'apparence de la fenêtre, faire lancer une animation. Donc c'est tout ce qui a trait à l'interactivité, à changer l'état de la page internet. En fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire ni avec HTML ni CSS. Donc on a bien besoin d'un langage de programmation pour faire ça. Donc JavaScript c'est un langage de programmation. Donc contrairement à HTML qui a un format, donc un format c'est vraiment un moyen d'échanger des données, et à CSS qui est un langage de programmation mais assez spécifique, JavaScript c'est un vrai langage de programmation. Donc ce qui définit de manière traditionnelle un vrai langage de programmation, c'est qu'on va pouvoir faire des branches. En fait ça veut dire on va pouvoir faire des conditions. C'est-à-dire que si il se passe quelque chose, on va pouvoir agir d'une certaine manière, sinon on va faire autre chose. Un exemple simple, c'est si 1 plus 1 égale 2, on va faire ça, sinon on fait autre chose. Ça c'est la base, c'est quelque chose, c'est une manière de communiquer avec le processeur, c'est de pouvoir faire des choix en fait. Si on n'a pas cette notion de pouvoir faire des choix, c'est pas un vrai langage de programmation parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Une fois qu'on peut faire des choix en informatique, on peut faire n'importe quel programme qu'on veut. Donc un langage de programmation, c'est qu'on va dire, mais c'est fait pour écrire des programmes. Donc des programmes informatiques, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le but d'un programme informatique, ce sera toujours de traiter des données. Programme informatique, enfin le but que ce soit du programme le plus simple, par exemple un programme qui fait une addition, jusqu'à un navigateur internet ou un système d'exploitation, le but c'est toujours de traiter des données et de les présenter à l'utilisateur d'une manière ou d'une autre. Et ça on le fait sous la forme d'une suite d'instructions pour l'ordinateur, donc un langage de programmation. On commence, en général c'est écrit dans des fichiers texte, on commence, l'ordinateur il interprète les fichiers texte, il commence par la première instruction et il va jusqu'en bas, il exécute une par une le plus rapidement possible, il va jusqu'en bas et une fois que c'est fini, le programme il est exécuté et donc on a bien traité nos données. Un concept important en programmation de manière générale, pas juste JavaScript mais tout, c'est les inputs et les outputs, donc ça veut dire les entrées et les sorties. Un programme, donc comme je viens de dire, on traite des données avec, donc il faut bien qu'il y ait des données en entrée et en sortie. Donc par exemple, si on a un programme addition, en entrée on peut lui filer 1 et 2, et en sortie on aura 3. Et c'est toujours, les programmes, peu importe lesquels c'est, de manière très lointaine, très abstraite, c'est toujours ce genre de choses qu'on va faire avec. Et dans le cas du JavaScript, donc qui s'exécute dans un navigateur internet, l'input ça va être l'interaction de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on va exécuter donc, des instructions pour l'ordinateur, en réaction à un utilisateur qui clique, un utilisateur qui appuie sur le clavier. Donc c'est ce que va permettre de faire JavaScript. On ne va pas lancer des opérations comme ça dans le vent parce que en général on peut le faire mais ça ne sert pas à grand chose. Le but c'est vraiment de proposer de l'interactivité, une interactivité plus poussée que ce qu'il y a de base à l'utilisateur. Un langage de programmation comme un langage naturel comme le français et l'anglais, ça a une syntaxe, une grammaire. Donc ça veut dire qu'on va taper des mots clés, on va les mettre d'une certaine manière, de manière précise.
Si on le fait pas correctement, l'ordinateur il va pas comprendre et il va vous le dire, il va dire ah bah ça, navigateur ça je comprends pas, donc je peux rien en faire. Et les langages de programmation sont beaucoup moins ambigus que les langages naturels. On va pas avoir d'interprétation différente. Donc ça les rend plus pratiques parce qu'un ordinateur c'est beaucoup plus bête qu'un être humain pour l'instant, dans les peut-être 10 prochaines années à venir. Donc, donc on a besoin de s'exprimer de manière très claire avec un ordinateur et la moindre erreur, ce qui est un peu rebutant au début de la programmation, c'est que dès qu'on fait une erreur, on tape quelque chose, on a des erreurs en général assez bizarres. Quoi. Les programmeurs sont pas très bons pour s'exprimer dans les erreurs en général. Donc voilà. Alors JavaScript, c'est pas le seul langage de programmation, loin s'en faut. Il existe des centaines de langages. Quand je dis centaines, c'est vraiment des langages pseudo, on va dire mainstream, enfin des langages vraiment très utilisés, il doit y en avoir une dizaine dans le monde. Il y a des centaines de langages qui sont relativement utilisés, puis il y a des milliers de langages qui ont été faits juste par un gars pour rigoler. Donc, mais le principe est toujours le même, hein. On va se faire une suite d'instructions, on aura en entrée des données, et en sortie, on aura les données, le résultat de l'opération. JavaScript, c'est un langage relativement... ça commence à être vieux, mais c'est pas si vieux que ça. Par exemple, C, qui est un autre langage, ça existe depuis les années 70 et c'est encore très utilisé. Donc JavaScript, ça a été inventé pour Netscape en 1995 à peu près. Bon, je simplifie beaucoup parce qu'il y a eu plusieurs versions du langage, mais en gros, c'est voilà, Netscape voulait avoir un avantage concurrentiel sur Internet Explorer à l'époque. Donc ils ont rajouté ce concept qui s'appelait LiveScript, je crois au début, c'était pas JavaScript, qui permettait d'interagir avec la page Internet. Internet Explorer après le succès, à l'époque c'était la guerre entre Netscape et Internet Explorer. Netscape a lancé ça, ça a beaucoup marché, ça a beaucoup plu aux développeurs. Et du coup, Internet Explorer a copié intégralement JavaScript. Et depuis, c'est de base dans les navigateurs et ça s'améliore tout le temps. Alors à ne pas confondre, c'est une erreur très commune au début parce que le nommage est très idiot. En fait, c'est JavaScript et Java. C'est deux langages de programmation, mais qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est vraiment pas fait pour faire la même chose. Java, globalement, c'est pas dans le navigateur. Java, enfin, ça lui a été un moment, mais c'est pas important. C'est plus pour écrire des serveurs web, pour faire des applications clientes lourdes. JavaScript, c'est vraiment dans le navigateur. Donc, et c'est juste le raison pour le nommage, c'était marketing. À l'époque de Netscape, ils voulaient associer ça à Java, qui avait le vent en poupe. Donc, c'est voilà. Au niveau technique, c'est vraiment la même qu'en HTML, où on a un fichier .html qui est un fichier texte simple, et en CSS, où on a un fichier .css qui est aussi un fichier texte simple. En JavaScript, on va avoir un fichier texte en .js. Et ensuite, dedans, on va taper du JavaScript. Une fois qu'on a tapé le JavaScript, donc on va rajouter une balise dans le HTML qui dit le script, il est ici. De la même manière que pour le CSS, on a mis une balise link qui disait mon CSS, il est ici. Donc le navigateur, quand il charge la page HTML, il va voir qu'il y a une balise script. On va voir si c'est le nom de la balise. Il va aller charger le fichier script vers lequel vous pointez. Et dès qu'il a fini de le charger, il exécute ce qu'il y a dedans. Et on voit le résultat des opérations. Voilà, on peut s'y mettre. Est-ce qu'il y a des questions déjà à ce stade ? C'est très basique. Si on a, ça fait 3 ans qu'ils programment, ils vont peut-être... En même temps, c'est bien de revoir les bases de temps en temps. On n'est jamais aussi bon que ce qu'on croit. Alors, donc pour rappel, on en était là, de nos pérégrinations. Donc la semaine dernière, on a rajouté du CSS. Donc bon, c'est très moche, hein, c'est moi qui l'ai fait, donc c'était pas le but. Hein. Le but, c'est juste d'avoir un petit site CV d'exemple très simple, donc 2 pages. Hop, donc la page CV et la page contact. Et là, ce qu'on va faire ce soir, c'est on va valider le formulaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va cliquer sur envoyer, le but de ce soir, c'est ça, c'est que si par exemple si le champ ton message n'est pas rempli, on va lancer une boîte de dialogue qui va dire ah non attention on peut pas faire ça parce que le message n'est pas rempli. Mais avant ça, on va d'abord faire vraiment de la programmation plus fondamentale entre guillemets. On va faire vraiment de l'algorithmie et on va vraiment apprendre, comprendre étape par étape. Finalement, on va faire très peu de choses visuelles ce soir en tout cas parce que on n'a pas le temps. Il faut d'abord comprendre des fondamentaux auxquels on peut pas échapper avant de commencer à faire les choses rigolos. Donc ce soir, on ne va pas s'amuser. Voilà. Et donc vous allez sur GitHub, qui est un gros site pour les geeks qui nous permet de partager du code. Et là-dessus, une fois que vous serez sur cette page, il y a un bouton Download Zip. Vous cliquez là et ça vous récupère un zip avec tout le contenu de départ. Et on va tous faire le reste ensemble. Ok. Est-ce que tout le monde y est ? Tout le monde a téléchargé le zip ? Tout le monde a Sublime Text d'ouvert ? Ouais. Alors, allons-y. On va y aller doucement. Donc,
vous avez Sublime Text d'ouvert. Donc là, on va rajouter un fichier pour faire notre code. Ok. Donc, vous avez tous Sublime Text d'ouvert. Vous pouvez faire un copier-coller de votre répertoire www dans Sublime Text. Et du coup, ça va vous ouvrir, comme moi, à gauche, vous devriez avoir ça, avec toute la structure et tous les fichiers dedans. Ce qui va en dessous là. Alors, donc, vous avez tous fait un déposé de votre fichier www là-dedans, ou B2B Workshop CSS qu'on a téléchargé. Donc là-dedans, on voit, c'est ce qu'on avait la semaine dernière, en fait, que je sais pas si j'ai changé les trucs ou pas, mais bon, en gros, c'est ça. Donc on a un fichier, on a deux fichiers images, JPEG et PNG, donc pour styler notre site. On a deux pages HTML et un fichier de style CSS qu'on a fait la semaine dernière. Donc maintenant, on va avoir besoin d'un fichier en plus pour faire notre JavaScript. Donc dans ce répertoire, vous allez créer un nouveau fichier. Donc dans Sublime, on peut faire un clic droit sur par exemple les www, faire New File. Ça va vous ouvrir un nouvel onglet comme ici avec Untitled. Et ensuite, on a juste à faire un CTRL S pour sauvegarder. Et vous allez enregistrer un fichier script.js. Donc voilà, il faut avoir un fichier script.js qui apparaît dans le répertoire www. C'est là-dedans qu'on va écrire notre JavaScript. Alors, première chose à faire, comme j'ai dit tout à l'heure rapidement, c'est que comme le CSS, en fait, un site internet, ça va toujours commencer par une page HTML qui va se charger. Et à partir de la page HTML, on va aller charger nos différents assets ou ressources, ça dépend comment on appelle ça. En gros, ça peut être les images, ça peut être les feuilles de style CSS ou les fichiers de script.js. Donc ça veut dire que depuis le fichier HTML, il faut faire un lien vers le fichier qu'on vient de créer. Et ce lien, ça va être une balise, donc une autre balise HTML. De toute façon, dans le HTML, on met que des balises. Donc là, ouvrez le fichier contact.html que vous avez déjà dans le dossier. Et donc si vous vous souvenez bien, la semaine dernière on avait une balise link qui nous servait à récupérer du CSS. On l'a mis dans la balise head, parce que la balise head c'est tout ce qui est les métadonnées, c'est-à-dire les données qui parlent du document HTML. C'est pas ce qui va être visuel, c'est tout ce qu'on va charger en plus pour que la page marche bien, mais l'utilisateur lui il les voit pas, les balises link, c'est pas quelque chose de visuel. Alors link c'est pour le CSS, et pour le JavaScript, eh ben, on va rajouter une balise qui s'appelle script, tout simplement. Hop, donc on ouvre et on la ferme, c'est pas une balise auto-fermante. Et on va lui mettre un attribut qui est src pour source, comme pour les images, src égale, et donc là on peut mettre script.js, et du coup ça va charger le navigateur. Dès qu'il voit cette balise, il va aller charger le fichier JavaScript qui est dans le fichier script.js, donc qui contient du JavaScript, et il va l'exécuter direct. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. À partir du moment où on a cette balise là et un fichier texte JavaScript, on va pouvoir commencer à écrire du code. Ok. Donc voilà. Donc là ça marche déjà. Et en fait, tout ce qui va être dans notre, si vous lancez dans le navigateur la page contact.html, vous verrez que tout ce qui est, dans script.js, ça va être exécuté. Donc pour l'instant, on n'a rien dans script.js, donc ça veut dire que le fichier est bien chargé. Par contre, comme on n'a rien mis, le navigateur il va rien faire. Donc là, reprenez le fichier script.js. Donc reprenez le fichier script.js, là on va directement taper quelque chose et ensuite je vous explique ce que ça fait. Donc dans tout le langage de programmation, on commence toujours par tradition par faire un petit programme qui s'appelle Hello World. C'est juste c'est le programme le plus simple qu'on peut faire avec le langage. Donc en JavaScript, ce programme le plus simple, c'est une alerte. Donc voilà, là on peut taper un point d'exclamation si on le trouve. Ok, et un point virgule. Voilà, donc tapez tout ça de manière très exacte. Hein, si vous n'avez pas tous les caractères, ça ne marchera pas. Et une fois que vous l'avez fait, vous pouvez ouvrez la page contact.html dans le navigateur. Pour faire ça, vous pouvez prendre le fichier contact.html et le glisser dans le navigateur. Et là, ça va vous faire péter une pop-up d'alerte où il y aura marqué Hello World dessus. Ça, c'est votre premier programme JavaScript. Vous avez déjà interagi avec le navigateur. Ok, donc chez moi, ça marche. Respect. Alors, chez qui ça marche pas? Et ouais, hein, c'est facile la programmation. Ok, on a tous fait un alerte en JavaScript. Vous êtes tous maintenant des programmateurs. Vous avez programmé l'ordinateur à votre volonté. Alors,
Donc les alertes, donc qu'est-ce qu'on a fait? Regardons maintenant tous ici. Alors, on a utilisé ce qu'on appelle une fonction. Alors c'est parce que le navigateur, en fait, quand vous l'installez, il y a tout un tas de fonctionnalités de base que vous allez pouvoir appeler depuis JavaScript pour des fonctions, pour faire fonctionner ça. Et alerte, c'est le premier bon exemple, c'est qu'en fait, voilà, c'est ça qui va faire afficher la pop-up que vous avez vue, donc avec Hello World. Et à l'intérieur de ça, on a mis donc une fonction, on appelle avec son nom, avec des parenthèses, et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle les paramètres. Bon, on va y revenir à tout ça, donc on va faire ça plus lentement. Donc là, c'est juste histoire d'arriver très vite à quelque chose qui fait quelque chose. Et à l'intérieur, on met ce qu'on appelle une chaîne de caractères. C'est le nom programmatique, mais en vrai, c'est du texte, tout bêtement. Du texte, en fait, une fois qu'on met des quotes comme ça, des guillemets, on va pouvoir mettre n'importe quel texte dedans. Et si vous testez, en fait, peu importe le texte que vous mettez, ça marchera de la même manière. Vous aurez toujours la pop-up d'alerte qui va apparaître avec votre texte que vous voulez. Donc voilà, là, ce qu'on a fait, là, on va y revenir, c'est normal de ne pas tout capter au début. On a appelé une fonction avec le paramètre Hello World. On a appelé la fonction alerte. Et on met un petit guillemet à la fin. Ça, c'est un petit point virgule, pardon. Un petit point virgule à la fin, c'est pour signaler au navigateur qu'on a fini cette instruction. Parce qu'un programme, ça, vous allez voir, c'est une suite d'instructions de haut en bas. Et les points virgules, ça permet au navigateur de se repérer et de savoir que voilà, celle-là, elle est finie, on passe à la suivante. Si vous oubliez ça, vous allez avoir des erreurs, ce qu'on appelle de syntaxe. Le navigateur va vous dire je comprends pas, parce que si vous enchaînez les instructions, lui, il a besoin de navigateur de repères pour savoir quand est-ce qu'une instruction se finit et quand est-ce que la prochaine commence. Donc c'est fait pour ça. Alors les alertes, c'est très bien, par contre c'est un peu, c'est pas très pratique le côté pop-up qui ouvre. Donc en fait on va utiliser plutôt ce qu'on appelle la console en JavaScript, qui est la console. En fait c'est un petit programme en plus que vous avez tous dans votre navigateur. Les outils s'appellent c'est les outils de développeur en fait, que quand on n'est pas développeur on sait même pas que ça existe. Mais là je vais vous montrer comment faire l'équivalent dans la console. Donc donc console, là on va appeler une fonction de la console. C'est pareil, là le syntaxe ça va vous paraître très mystérieux au début, mais on va y revenir après. On va faire point par point tout ce qu'on voit. En gros là l'idée c'est que vous faites console.log au lieu de faire alerte, et tout le reste est pareil jusqu'au point virgule qu'il ne faut pas oublier. Donc dégagez le alert hello world, on va plus faire d'alerte normalement parce que c'est pas très pratique de faire des tests avec des alertes. Donc, je vous laisse taper ça. Ensuite, vous pouvez lancer la page et vous verrez que vous n'avez plus l'alerte. D'ailleurs, vous n'avez plus grand chose. C'est parce que là, je vous parlais d'entrée et de sortie au début. Bah, la console, c'est ce qui va vous permettre de faire des sorties texte. C'est-à-dire qu'il y a un endroit dans Chrome, il y a une petite application dans Chrome qu'on va ouvrir où vous allez pouvoir cliquer sur un onglet console et dedans, vous allez voir dans la console, ligne par ligne, tout ce que vous faites console.log. En fait, c'est pour envoyer c'est pour afficher des informations dans la console. Vous allez comprendre après à quoi ça sert, mais c'est un des outils principaux quand on débug du code. Ça permet d'envoyer des infos qu'on s'envoie des infos à soi-même en fait. Donc voilà, une fois que vous avez tapé console.log, vous pouvez aller dans Chrome, vous faites un clic droit, procéder à l'inspection de l'élément. Donc là c'est le truc tout en bas. C'est un peu bizarre comme nom, mais c'est ça. Donc ça va vous permettre d'ouvrir les outils de dev, comme ça. Et dedans, vous avez un onglet console. Après, je vais passer dans les rangs pour vous aider. Vous avez un onglet console. Donc la console, c'est ça. C'est juste, en gros, c'est rien du tout au début. Et quand vous rafraîchissez, vous voyez, il y a Hello World qui apparaît. Et en fait, à chaque fois qu'on va faire un console.log, ça va rajouter une ligne là-dedans. Et on va pouvoir loguer plein d'infos, en fait, tout ce qu'on veut, en fait. Et pour les développeurs, en fait, c'est plus simple d'ailleurs. Pour l'instant, oubliez le côté visuel. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre la console au maximum le plus haut possible. Parce qu'en fait, tout ce qu'on va faire maintenant, dans la première heure en tout cas, c'est envoyer des infos vers la console. C'est tout ce qu'on va faire. Ok, tout le monde y est, tout le monde a vu la console, le Hello World. Ah, les variables. Ça va être bien ça. Ok. Alors, enchaînons, puis après on fera des pauses de toute façon pour ceux qui sont largués. Donc, un programme informatique, ça va manipuler de la mémoire dans l'ordinateur. Donc la mémoire, c'est ce qu'on appelle la RAM. Donc tous les ordinateurs, ils ont un processeur qui va faire
qui va vraiment, il va comprendre toutes ces instructions-là, il va les exécuter une par une, et il va avoir de la RAM, donc de la mémoire vive, où dedans, il va stocker les informations dont il a besoin. Par exemple, si vous faites, si le processeur il va faire une opération, juste une addition, dans la RAM, il va stocker genre le 1 et le 2, et dans le processeur, il va faire l'addition du 1 et du 2, et ensuite, il va stocker le 3, le résultat, dans un autre endroit dans la RAM. Donc voilà, bon, c'est pas très important de comprendre tout ça, mais tout ça pour dire qu'en programmation, dans tous les langages, vous allez avoir un concept qui s'appelle les variables. En gros, c'est juste des petits emplacements en mémoire que vous allez réserver pour stocker vos informations. Puisque, je vous rappelle, un programme informatique, le but, ça va être de traiter de l'information. Donc on va avoir pas mal d'outils dans les langages de programmation pour les stocker, parce que souvent on a des informations qu'on veut avoir à un endroit où on est pour pouvoir les retrouver et les traiter correctement. Hop. Donc une fois de plus, hello world, vous pouvez changer les textes si on a marre d'hello world, tout ce qui est entre les guillemets. D'ailleurs, les guillemets simples ou les guillemets doubles, c'est exactement pareil. En JavaScript, en tout cas, les langages, ça fait une différence. Là, vous utilisez ce que vous préférez. Il faut essayer de garder juste le même dans le même fichier par convention, mais là, on s'en fiche. D'ailleurs, je ne l'ai même pas fait. Donc voilà, tout ce qui est entre les guillemets, vous mettez ce que vous voulez, c'est pas important. Donc là, alors, je suis dans le truc. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est, donc il y a deux choses. Donc il y a var hello world égale hello world, entre guillemets. Alors, on va tout décomposer un par un. Donc var, ça c'est un mot-clé. Les langages de programmation, ils vont avoir un certain nombre de mots-clés qui sont des mots réservés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en servir pour autre chose. C'est le langage qui les définit. Il dit par exemple en JavaScript, il y en a quelques-uns, il doit y en avoir peut-être 5-6 qui sont utiles, je n'ai pas la liste en tête, mais typiquement il y a var et function. En général c'est en anglais, tous les langages de programmation ont été faits principalement par des gens qui parlent anglais, donc c'est toujours en anglais la programmation. Donc var, c'est un mot-clé pour définir une variable. Quand le navigateur il voit ça, il dit ah, lui il veut stocker de l'information quelque part en mémoire. Donc on va commencer par var, il faut bien signaler au navigateur qu'est-ce qu'on veut faire. Ensuite, hello world, c'est un identifiant. Ça veut dire que vous allez donner un nom à votre variable, et ça peut être absolument ce que vous voulez. Il faut que ça reste des caractères, on peut, pour de vrai, c'est pas vraiment nécessaire, mais ça faut que ça reste des caractères ASCII, c'est-à-dire pas des caractères avec des accents, pas des arrobas, tout ça, il faut éviter, il faut rester vraiment dans des caractères anglais, on va dire. Donc ça, vous mettez ce que vous voulez. Si vous mettez poète, c'est pareil, c'est exactement le même effet. C'est juste une étiquette en fait que vous mettez pour vous repérer vous. Ensuite, on a le égal. Alors le égal, c'est un opérateur. Bon, c'est un mot un peu compliqué, mais c'est juste, je sais pas comment le décrire, c'est pour faire des opérations. Et le égal, c'est l'opérateur d'assignement. Assignement, on dit ça. En fait, en gros, vous assignez, donc vous donnez une valeur à votre variable. Et la valeur qu'on lui donne, c'est du texte et c'est hello world. Donc ça, dans une variable, vous stockez absolument ce que vous voulez. Et ensuite, donc ce qui est intéressant, c'est que les variables, on peut s'en resservir. C'est-à-dire, après on va faire une pause pour répondre aux questions, parce que ça c'est très fondamental, mais c'est très bizarre. Alors au début, là on va voir plein de choses aujourd'hui. C'est normal de ne pas tout comprendre. La programmation, quand on commence de zéro, ça prend des mois avant de vraiment capter, mais le but c'est de vous montrer en gros, de loin, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc là on va refaire un console.log une fois, donc une fois de plus c'est juste pour envoyer des infos vers la console. Et là, on va faire, au lieu de faire du texte directement, on va taper le hello world. Hop. Je ne vais pas acheter Sublime Text maintenant. Voilà, donc là vous voyez qu'en fait, pareil qu'au début, sauf que au lieu de taper du texte directement, on a utilisé une variable. Et bien en fait c'est la même chose, parce que la fonction, donc la log c'est une fonction, la fonction de log, elle, au moment où elle va être exécutée par le navigateur, donc le navigateur, quand vous allez rafraîchir, vous allez voir deux fois hello world, parce qu'en fait, le navigateur, donc lui, il charge du HTML, dans le HTML, il y a la balise script, il va charger le script, et dès qu'il a chargé le script entièrement, il va commencer par exécuter la première ligne, donc là direct ça envoie le hello world qu'on a, ensuite il exécute la deuxième, donc là ça envoie rien vers la console, par contre ça stocke en mémoire quelque chose qui s'appelle hello world, et qui a la valeur hello world comme du texte comme ça, et la troisième ligne, donc le log, le navigateur quand il va tomber sur hello world, lui il garde une liste en mémoire des différents identifiants, différentes variables, et il va dire ah bah tiens ça veut dire qu'il faut que je remplace ça par ça en fait, et il va remplacer par la valeur. Voilà, donc là si vous relancez le navigateur, vous verrez que vous aurez deux fois hello world pour chaque console.log, et le résultat est le même. Si vous changez le texte par hello je ne sais pas quoi, bah ça vous affichera ça dans le navigateur.
Voilà. Ok, c'est pas trop compliqué jusqu'à présent. Ça va doucement. Alors, donc maintenant, une variable, ça s'appelle une variable parce qu'en fait, sa valeur, elle a le droit de changer avec le temps. Enfin, en fait, elle a le droit de changer avec les différentes instructions. Là, par défaut, on lui met une valeur qui est plus ou moins hello world. Voilà, hello world. Mais si je veux changer sa valeur, je peux refaire un égal. Donc cette fois, j'utilise directement hello world. J'utilise pas le mot-clé var parce que je la déclare pas. Une variable, ça se déclare qu'une seule fois. Et si je mets, je ne sais pas, poète. Voilà. Si vous mettez ça avant le console.log, vous verrez que dans le console.log, au lieu d'écrire hello world, maintenant ça va écrire poète. Parce que le navigateur, enfin une fois de plus, il est très bête, hein, il fait ligne par ligne. Donc il voit que vous déclarez une variable hello world avec une valeur. Mais comme de nouveau, la ligne d'après, hello world, on réutilise l'opérateur d'assignement, et ben on va changer la valeur de la variable, tout bêtement. C'est pour ça que ça s'appelle une variable, c'est parce que sa valeur, elle peut varier au fur et à mesure du temps, et c'est tant que vous voulez, il n'y a pas de limite. Vous mettez ce que vous voulez dans la variable. Du coup là, si on l'avait mis en dernière ligne, ça n'aurait pas fonctionné. Ça n'aurait pas fonctionné, parce que c'est vraiment, ouais, bonne remarque. Si vous essayez, si vous mettez ça en dessous du console.log, ça marche pas. Alors arrivé là, la variable hello world aura bien la valeur poète, mais comme avant, au moment où vous avez fait le console.log, elle avait la valeur hello world. Et donc c'est vraiment, ça montre bien que le navigateur, il fait juste dans l'ordre, de haut en bas. Et une fois qu'il est arrivé en bas, bah, il n'a plus rien à faire et il passe à autre chose. Il va faire la teuf. Ok? Les primitives. Ok, donc là, on a vu, en fait, alors, donc un programme, on va pouvoir stocker de l'information dans des variables, on peut utiliser directement de l'information comme ça dans le log. Donc de l'information, en fait, on peut la classifier de plusieurs manières. Enfin, il y a plusieurs types d'informations. Là, c'est du texte, mais JavaScript, il y a deux autres types d'informations vraiment de base. Il y a les valeurs nombres, donc ça vous imaginez bien ce que c'est, hein, c'est un 0, un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à je sais pas combien de millions que vous pouvez écrire. Et il y a une troisième valeur qui est booléen. Ça c'est un plus compliqué comme ça, mais en fait c'est juste true ou false. Donc en fait quand vous créez une variable, vous pouvez la stocker, vous pouvez stocker trois types de variables. Donc du texte, donc comme on a vu, donc, toujours hello, hein, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Après ça le texte il peut être aussi long que vous voulez, par contre une contrainte, il faut que ce soit sur la même ligne. En JavaScript on peut pas, si vous splittez le texte en plusieurs lignes, si le guillemet de fin est sur une autre ligne, ça va faire des trucs, ça marchera pas. Donc variable de type texte, variable de type number, par exemple 10. Et là, on voit que les nombres, on n'a pas besoin on les met pas entre guillemets, parce que le navigateur, c'est plus basique pour lui. Donc les nombres, on les tape direct. Donc var number égale 10. Et le troisième, donc qui est, on a moins l'habitude d'y penser que du texte et des nombres, parce que ça en général on sait. C'est le type booléen. Et le type booléen, en fait, c'est donc ce qu'on appelle des primitives, ces trois types. La primitive de type string, ça veut dire une chaîne, donc c'est le texte en gros, c'est une chaîne de caractères. Le type number, donc qui est des nombres arbitraires, ça peut être des nombres à virgule aussi. C'est soit ce qu'on appelle des integers, des nombres, je sais pas si c'est intégraux, mais bon. Ou soit des nombres à virgule, et la virgule on le fait avec des points, comme c'est de l'anglais, donc 10.5 c'est une valeur, c'est un nombre à virgule flottante, ça s'appelle. C'est comme en maths, hein, en fait, vous pouvez avoir des nombres entiers, voilà, c'est comme ça. Des nombres entiers ou des nombres à virgule. Et booléen, c'est un troisième type primitif où c'est juste en fait true ou false. En fait, c'est juste ça. Une valeur booléen, c'est jamais que true et false. Et finalement, c'est quelque chose qui est très utile en informatique. Parce que comme je vous ai dit, la définition d'un langage de programmation, c'est quelque chose où on va pouvoir avoir des conditions. Donc une condition, c'est on va pouvoir faire des choix en fonction de quelque chose. Et quelque chose, en fait, il va être soit vrai, soit faux. Et ça, le booléen, ça va permettre de l'exprimer de manière très simple. Ouais, c'est pareil, voilà, c'est l'équivalent de 0 et du 1. C'est traduit comme ça, mais bon, enfin, arrivé à ce niveau, c'est beaucoup. Bah non, en fait non. String, je pense. Ouais, même pas. Non, mais JavaScript, il a un certain nombre de mots réservés, mais... Non, ouais. Mais booléen, ouais, tu vois, ça... Là, je le mets, bon, c'est un peu crado quand ça met une syntaxe comme ça. Sublime, c'est que c'est un truc réservé. Ce qui est un peu bête, parce qu'on s'en sert pas en JavaScript, mais ils ont réservé plus de mots que prévu. Ce qui sert à rien. Mais il y a des langages où, effectivement, tu peux pas te servir de booléen. C'est un truc de base.
Alors, tous ces types-là, vous pouvez aussi, enfin, toutes ces variables, pareil, vous pouvez toujours faire des consoles.log dessus, hein, puis vous voyez ce que ça vous affiche dans la console. Par exemple, booléen, on peut faire, donc c'est des variables. Hein. Voilà, donc ça, je vous laisserai faire, vous pouvez faire pour les trois. Et ok, maintenant, on va faire un truc beaucoup plus intéressant. On va commencer à faire des additions. Donc, les programmes informatiques, hein, de base, ça paraît, enfin, ça a une réputation d'être assez matheux, ce qui est assez faux finalement, sauf si on fait des programmes, de mathématiciens, quoi. C'est très éloigné des mathématiques, la programmation. Par contre, on peut faire quand même des opérations très simplement. Donc, par exemple, si je veux additionner deux nombres, donc là, je peux faire un console.log 1, 1 plus 1. Ça, vous testez ça dans votre console, ça va vous afficher 2. Ça fait directement le résultat. C'est pas plus compliqué que ça de faire des opérations. Donc voilà, console.log à chaque fois. Console.log, c'est juste pour afficher dans la console. On pourrait faire 1 plus 1, point virgule, ça marcherait. Et le navigateur, il calculerait bien ce truc. Par contre, nous, ça ne nous intéresse pas parce qu'on ne verrait pas le résultat. Ça, le résultat, c'est bien l'output. Parce que, en fait, on s'en fout. Enfin, les programmes, on les fait pas pour faire des programmes. On s'en fout que l'ordinateur, il calcule 1 plus 1. Ce qu'on veut, nous, c'est pouvoir voir le résultat d'une manière ou d'une autre. Donc, nous, en fait, les inputs qu'on lui file, c'est 1 plus 1. Et l'output qu'on lui demande, c'est la console. C'est affichement dans la console. Voilà. Donc, le navigateur, il le ferait quoi qu'il arrive, le calcul. Mais si on voit pas le résultat en tant qu'humain, on n'a aucun intérêt à faire des calculs. Quoi. Ça, c'est absurde. Peut-être qu'avec Skynet, ce sera différent. Le 1 plus 1 bah, c'est de savoir, si par exemple tu fais un programme d'addition, bah, c'est pour savoir toi, le résultat, tu vois. J'ai pas compris. Là, à ce niveau-là, ouais, je pense que 1 plus 1, tu peux le faire de tête, hein, mais... Non, c'était la console spécialement par rapport à Par rapport aux alertes, tu veux dire Ouais, ou par rapport à ce que tu affiches dans ton navigateur directement. C'est que c'est plus simple au début. En fait, on pourrait afficher directement dans le navigateur, mais ça demande plus de lignes de code, donc il faut commencer par la console. La console, c'est plus fondamental, en fait, les programmes, au début, ils étaient, enfin, dans les années 50, 60, quand ça a été inventé, il n'y avait pas d'interface graphique, il n'y avait pas de navigateur, c'était de la ligne de commande à l'ancienne. Et donc, c'est beaucoup plus proche de vraiment la philosophie où, au début, tu faisais ton programme, tu l'exécutais et ça t'affichait juste une ligne avec le résultat, tu vois. Alors, ton programme, c'était 1 plus 1 et ça t'affichait un 2 dans la ligne d'après, la ligne de commande, tu vois. Donc, le but, c'est, voilà. En fait, c'est ça le truc, c'est pas très fun avec la console, mais ça permet de mieux comprendre les fondamentaux de la programmation avant de se lancer dans les trucs graphiques. Voilà. C'est pour bien comprendre ça. Mais t'inquiète pas, à la fin, on fera du formulaire à la fin. Entre le plus Non, je crois pas. Vartext, ouais, parce que tu vois, si tu fais vartext comme ça, pour le navigateur, lui, il va pas voir var espace texte, il va comprendre que tu cherches une variable qui s'appelle vartext. Et comme elle n'existe pas, ça, ouais. Enfin non, les espaces, tu peux les dégager. Après, je pense qu'après l'espace, tu peux dégager, tu peux tester, hein, parce que... Mais c'est juste des bonnes pratiques pour rendre le truc plus lisible. Si tu colles tout, en fait, ce sera moins lisible. Et les programmes, comme là, c'est facile, c'est 10 lignes. Mais quand tu fais des programmes où tu commences à avoir 50 000, 100 000 lignes de code, voire des millions, c'est bien d'avoir que les gens aient des conventions et qu'on rende le truc lisible. Donc voilà. Alors. Donc, là, on a vu console.log, ça nous permet de faire un petit calcul et un résultat. Donc afficher ça, c'est pas très intéressant. Par contre, ce qui peut être plus intéressant, c'est de stocker les résultats des calculs au fur et à mesure. Parce qu'en général, on va être amené, quand on fait des vrais programmes, à faire tout un paquet de calculs à droite à gauche. Et on va vouloir stocker en général leurs valeurs dans des variables intermédiaires qu'on va pouvoir réutiliser après. Donc là, on peut faire ça. Vous voyez que là, on crée une variable, donc toujours le mot-clé variable, avec qu'on va appeler résulte. Donc là, le nom, une fois de plus, on met absolument ce qu'on veut. Hein. Tant que c'est pas trop des nombres, pas des trucs un peu chelous. Et là, on lui assigne la valeur 1 plus 1. Donc 1 plus 1, c'est ce qu'on appelle une expression en programmation. Et c'est quelque chose, le navigateur, avant d'assigner la valeur à résulte, il va le résoudre. Il voit 1 plus 1, c'est égal à 2. En fait, tout ce qui est à droite, le navigateur va le résoudre avant de l'assigner. Et ça fait que si vous faites un console.log après de résulte, ce sera 2. En fait, cette construction très simple, ça permet de stocker des valeurs intermédiaires pour tous ces calculs. Parce que des fois, on n'a pas envie de faire une ligne de calcul avec 50 opérateurs dessus, c'est un peu illisible.
C'est un des gros buts de la programmation parce que c'est assez compliqué, c'est d'écrire des programmes séparés vraiment dans des petits blocs logiques pour que juste d'un coup d'œil on puisse comprendre ce qui se passe sans avoir besoin de passer 3 heures, quoi. Hop, console.log résulte. Toujours pareil, je pense que ça doit marcher. Alors j'ai fait un autre exemple. Ouais, du coup on peut réutiliser la variable. Là je vais vous montrer la même mais pour une addition, pour une multiplication. Donc ouais, comme attendu, hein, vous avez toujours dans les langages les quatre opérateurs arithmétiques de base, c'est-à-dire addition, soustraction, multiplication et division. La multiplication, c'est avec la petite étoile, je sais pas où elle est. Où elle est la petite étoile? Elle est là, la petite étoile. Donc 1 fois 2 par exemple. Un truc comme ça. Donc là pareil, hein, une fois de plus, la variable, on peut la réutiliser, stocker les résultats qu'on veut. Et on peut même additionner par elle-même. C'est-à-dire que si je mets résultat à droite, ça fonctionnera. Donc résulte, par exemple, égale, et on verra qu'il y a des raccourcis pour voir ça. Résulte égale résulte plus 2. C'est que si vous avez votre résulte qui est égal à 1 avant ça, après il sera égal à 3. Donc c'est comme ça qu'on peut stocker des résultats complexes. En fait, ce qu'à chaque fois on n'a pas besoin de nouvelles variables, on peut la même variable lui rajouter, lui faire de nouvelles valeurs à partir de sa propre variable à elle. Et ça, c'est vraiment très très utile en pratique. Ok. Donc voilà, et une fois de plus, une soustraction c'est avec un tiret et une division c'est avec un slash. Donc rien de très intéressant. Ok. Donc maintenant on va faire. Voilà, là on va arriver à un truc intéressant. Enfin, avant c'était passionnant quand même, hein. Mais là c'est vraiment. Voilà, c'est les fameuses conditions qui permettent de vraiment faire de l'informatique. Si on n'avait pas ça, en fait, on ne pourrait pas vraiment faire de programme. Enfin, on pourrait, mais il ne servirait pas à grand chose. Ok, donc là, il faut bien s'asseoir. Là, c'est fondamental de chez fondamental, une fois de plus. Bon, enfin, à peu près tout dans ce cours-là est fondamental, hein. Console.log D6 true. Ok, donc je vous invite à vous précipiter sur votre clavier, taper tout ça, et ensuite, on débrief en mini-groupe. Alors, deuxième exemple. Après, on fera avec des exemples plus parlants. C'est finalement très très simple. En fait, cette forme-là, enfin ce mot-clé, le if, c'est ce qui va permettre de faire des conditions dans tous les langages de programmation. Alors, ça commence comme ça. On commence par un mot-clé if pour dire au navigateur qu'on va vouloir faire un choix en fonction d'une condition. Ensuite, on met des paramètres, des parenthèses. À l'intérieur des parenthèses, c'est la condition. Et ensuite, dans les accolades, on va avoir si la condition est vraie, donc si ce qui est entre les parenthèses est vrai, on exécute ce qui est entre les accolades, sinon on ne l'exécute pas. Et c'est pour ça que le premier, this true, va s'exécuter, le deuxième ne va pas s'exécuter, puisque dans le deuxième, la condition est fausse. En fait, c'est juste comme ça qu'on va pouvoir faire des choix en programmation. Ok? Est-ce que quelqu'un a compris? Quelqu'un a le cerveau retourné? Cerveau retourné? C'est normal. On va faire avec un exemple. Je comprends pas le truc d'afficher le même. Je savais. Bah, c'est parce que, tu vois, false, eh ben, c'est pas true, donc on va pas afficher true. Mais tu vas voir. Je vais te faire un exemple. Maintenant, j'ai l'exemple pour les humains. En fait, ça, le true et false, c'est pour vous montrer le type. Donc ça, c'est toujours le type booléen, donc un des 3 types de base, hein, qui est le string, c'est le nom, texte, les nombres et les booléens. Et les booléens, c'est bien pratique pour ça parce que, en fait, dans le if, on va toujours avoir besoin de savoir si l'expression qui est dedans, donc l'expression, je vous rappelle, c'est comme ça, une expression 1 plus 1, c'est une expression qui évalue à 2. C'est des mots un peu techniques du jargon, mais bon, ça veut dire que 1 plus 1 égale 2. En fait, les booléens, ça va permettre d'exprimer si ce qu'il y a dedans est vrai ou pas. Donc, par exemple, un exemple un peu plus concret, if, je cherche sur le plus, if 1 plus 1 égale 2, boum.
égal, il y a 3 fois égal. Ouais. C'est une bizarrerie de JavaScript. J'ai pas le temps d'expliquer pourquoi. 2 égales, ça marche aussi, mais c'est une mauvaise pratique de faire en JavaScript. On fait 3 égales, c'est normal. Mais c'est trop. Il faut 1 an ou 2 de programmation avant de comprendre la différence. Qui est pas très importante. Ok. Vous arrivez à lire là? Parce qu'en fait, this is false, ça va pas être évalué. Ça, tu sais quoi, le false, on le dégage. Je me rends compte aussi que c'est très confusant pour rien. Donc c'est un mauvais exemple. Ouais. C'était un mauvais exemple. Tout à fait. Vous verrez plus après. Là. Donc là, en fait, une fois de plus, là. Donc là, le if, pour lui dire, on va faire une condition. If. Et en fait, c'est si toute cette condition, tout ce qu'il y a, si ce qu'il y a entre les parenthèses, une fois que c'est tout évalué, c'est vrai, on va exécuter ça. Et alors, qu'est-ce que c'est en fait? Donc, il faut imaginer 1 plus 1. En vrai, l'ordinateur, il va comprendre que ça veut dire 2. Pour lui, c'est pareil. Et égal, 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 ça veut dire est-ce qu'ils sont égaux, dans le sens mathématique du terme. Donc, 2, là, il faut lire ça, 2 égale 2. Donc, comme c'est vrai, on va faire, on va tracer là, on va rentrer là-dedans. Et pourquoi égal, égal, égal? C'est que, alors, normalement, c'est égal, égal dans la plupart des langages de programmation. JavaScript, pour des raisons de bizarrerie, c'est 3 égales. Il ne faut pas se poser de questions, enfin, c'est des trucs qu'on comprend. Là, c'est trop compliqué à expliquer au début. Et pourquoi pas juste un seul égal? Parce que le égal, tout connement, il est déjà utilisé pour faire l'assignement. D'ailleurs, c'est une erreur commune au début, c'est que si on fait 1 plus 1 égale 2, ça ne fera pas le résultat escompté, parce qu'en fait, on va mettre la valeur 2 à 1, en fait, en gros, ça fera un bug, quoi. Donc, ça ne marchera pas. Donc, c'est très con, mais en gros, en programmation en JavaScript, il faut mettre 3 égales quand on veut savoir si quelque chose est égal à autre chose. Donc, en fait, il faut que tout ce qu'il y a, faut se concentrer juste sur ce qu'il y a entre la parenthèse. Il faut se dire si ce qu'il y a entre les parenthèses c'est vrai, on rentre dedans, sinon on rentre pas dedans. Est-ce que quelqu'un a vaguement compris? Voilà, super. Et comme contre-exemple, donc, on peut faire un truc encore plus simple. If 3 égale 2. Et là, vous allez comprendre le cas inverse. Une fois de plus, entre les guillemets, on écrit ce qu'on veut comme texte. Putain, galère. Ok. Donc là, contre-exemple, si 3 est égal à 2, 3 égale 2. Donc là, on est bien d'accord que ce qu'il y a entre les parenthèses, 3 égale 2, c'est faux. Alors, je sais pas pourquoi c'est faux, je ne pourrais pas vous faire la preuve mathématique de pourquoi c'est faux, mais bon, admettons que c'est faux de manière instinctive. Et donc ça veut dire que cette ligne-là, tout ce qui est entre les accolades, ce qu'on peut mettre dans la ligne qu'on veut, ne sera jamais exécuté. Là, vous pouvez tester ça, dans le navigateur, ça ne va pas afficher ça. Donc sur les exemples très simples, c'est pas important, mais imaginez que si vous mettiez if résulte égale 2, par exemple égal, égal, égal 2, y a des fois, en fonction d'autres paramètres, de comment votre programme il est fait, des fois résulte sera égal, égal à 2, des fois il ne sera pas égal, égal à 2. Et en fonction de ça, on va réagir différemment. Donc dans les cas concrets, en fait, si on n'avait pas cette construction, le if, on ne pourrait pas faire de choix dans les programmes informatiques, et du coup, il n'y aurait pas moyen de faire des interactivités, parce que ça veut dire qu'on aurait toujours on aurait toujours les mêmes sorties pour les mêmes entrées. En fait, c'est ça qui permet l'interaction, c'est de pouvoir faire des choix. Par exemple, tout bêtement, rien que si par exemple si vous remplissez un formulaire sur internet où vous devez choisir si vous êtes un homme ou une femme, si on n'avait pas cette possibilité, parce que finalement c'est implémenté comme ça de manière un peu plus complexe évidemment, mais si on n'avait pas cette possibilité en informatique de faire ce choix-là, rien que ces formulaires très simples, ce serait impossible à faire. Donc c'est juste fondamental, quoi. Voilà l'enjeu. C'est pas juste pour faire des tests à la con, mais c'est pour faire des vrais programmes qui servent à quelque chose. Sinon l'informatique ça aurait pas pris, on se serait vite lassé. Et comme on a le if, on a aussi le else, alors qui va toujours avec un if, donc qui va toujours après, donc dans une accolade, hop, comme ça. Else, donc else, c'est l'inverse, donc ça va être exécuté. Ce qu'il y a entre les accolades de else, c'est exécuté si la condition qui est là, elle est fausse. Donc là, si 3 n'est pas égal à 2, dans ce cas-là, on fait ça. Et le else, il est optionnel, parce qu'en fait, on n'a pas toujours un truc
On n'a pas toujours un truc à faire. Mais du coup, ça permet bien de réagir aux deux cas. Parce que finalement, de manière, enfin en tout cas dans le monde de l'informatique, hein, c'est plus compliqué dans la vie réelle, en politique et autres, mais dans l'informatique, quelque chose sera toujours absolument vrai ou absolument faux. Et ça peut pas être autre chose, quoi. Donc voilà, le else, ça permet de choper tous les autres cas. Si ça c'est faux, on rentre dans le else. Si ça c'était vrai, on rentre pas dans le else, on rentre dans le if. Et il y en a seulement un des deux qui sera exécuté. Et il y en a un troisième qu'on passe vite, qui permet de faire une deuxième. Mais bon, je pense que là, ça vaut pas le coup d'entrer dans le détail. Ça permet de faire une deuxième condition. On peut checker autre chose, par exemple, else if 4 égale 2. Voilà, en fait, on peut enchaîner les conditions comme ça. Et ce qui va se passer là, c'est qu'il va rentrer dans la première condition. Il va voir que c'est faux. Il va aller dans les deuxièmes, parce qu'il y a un deuxième avec else if. Il va voir que c'est encore faux. Il va aller dans le else. Et de ces trois conditions-là, enfin de ces trois blocs de code entre les accolades, il n'y en aura toujours qu'un seul qui sera exécuté. Il n'y en a qu'un seul qui peut être vrai à la fois. En fait, le premier est exécuté et les autres ne sont pas exécutés. C'est un else if ou un else? Else espace if. C'est pas un nouvel opérateur else. C'est deux opérateurs. Je crois que c'est ça. Ouais. En fait, ça dépend. Il y a des langages où des fois c'est attaché. Et je crois qu'en JavaScript c'est else if. Voilà. Je devrais savoir faire. C'est une abréviation des mêmes opérateurs. Voilà, des mêmes opérateurs, mais bon, c'est bien distinct, quoi. Tu peux pas faire un else if accolade. Lui va dire, ah bah non, s'il y a un else if, il faut que tu mettes une condition entre parenthèses. Donc, la syntaxe est quand même précise. Voilà. Et du coup, en fait, on peut en mettre autant qu'on veut. On peut avoir donc un premier test. On appelle ça un test en général quand la condition s'appelle aussi un test, parce que on veut savoir si c'est vrai ou si c'est faux. On en met un premier qui commence toujours par if. De manière optionnelle, on peut en avoir un else qui est toujours exécuté à la fin. Et entre, on peut avoir autant qu'on veut de else if. Et dès qu'il y aura un de ces tests qui sera vrai, on exécute ce qu'il y a dans les accolades et on s'arrête. Et si aucun n'est vrai, on exécute le else. Du coup, en fait, avec ces trois... Là, il y a pas plus que ça. Là, je vais tout montrer. Avec ces trois constructions-là, on peut faire tous les cas de figure qu'on veut. Là, en fait, ça fait un peu imbrication. Si on en avait une cinquantaine, si la troisième condition était fausse, on se fait à la dernière. Alors c'est si la troisième était vraie. En fait, on continue. Si on a 50, dès que ça va tout évaluer dans l'ordre. Et dès que tu en as une qui est vraie, on va exécuter ce qu'il y a entre les accolades et on passe et on sort du if else. C'est la première qui est vraie qui est exécutée. Ouais, c'est chelou, mais tu vois là, dans le else if, si on a else if 2 égale 2, vous pouvez tester. Bah le 2, celui-là, il va être exécuté, ce que vous mettez là, si vous faites un console.log. Et celui-là ne sera pas exécuté. Ça va directement aller à la ligne en dessous. Voilà. Le premier qui est vrai, il a gagné. Ok, donc ça, c'est les conditions. Ouais. Ouais. Voilà. Faites plus le console.log. Sans console.log, le code est quand même exécuté. Mais pour nous, et donc l'ordinateur le fait, parce que lui il s'en fout, hein, l'ordinateur il exécute du code. Mais pour nous, on a besoin de ces fameux outputs, donc qui sont ça. Et dans le cas de ce programme très simple, l'output, ça va être d'envoyer vers la console. Il y a des programmes, l'output, ça va être d'envoyer vers une imprimante, ça peut être envoyé dans un navigateur. Nous, notre output, il est basique, c'est envoyer vers une console, quoi. En fait, c'est à vous de choisir les outputs quand vous faites le programme, et ça pour débugger les consoles.log, enfin pour commencer, c'est très bien. Mais on pourrait très bien l'afficher directement dans le navigateur, on pourrait faire des trucs plus compliqués. On peut le faire comme on veut, tu vois. On peut dire si ça c'est 2 égale 2, bah, on met le background en rouge, tu vois. On peut choisir les outputs qu'on veut, mais la console c'est très bien de pouvoir avancer. Mais on a toujours besoin de signifier pour les êtres humains qu'il se passe quelque chose, sinon... Le else du bas, il sert à quoi? Le else du bas, dans ce cas-là, il sert à rien, parce que celui-là va être vrai. Okay. Mais là, c'est un cas super simple, donc on voit juste en lisant ce qui est vrai ou faux. Du bas, il marche s'il n'y en a aucun d'autre qui est vrai. Voilà, si ça c'est faux, on rentre dans celui du bas. Okay. Et donc là, évidemment, dans un cas comme ça, c'est super simple, mais imagine que tu as des variables. Bah, les variables, en fait, juste en lisant le code, tu vas pas savoir quelle valeur elles vont avoir à ce moment-là. Tu vas pas savoir si elles vont être true ou false. Ouais, c'est ça, en fait, le but, c'est voilà, à terme, tu vas combiner de plus en plus de trucs. Et c'est comme ça que ça devient intéressant, que tu peux faire des vrais programmes. Mais finalement, il y a assez peu, surtout en JavaScript, qui est un langage très simple. Enfin, au niveau nombre
de syntaxe différentes. Il y a assez peu de fondamentaux à voir. Là, on en a encore, allez, ouais, 2-3. Mais on aura déjà fait un bon. On aura vu les trucs principaux du langage. Après, c'est un peu comme CSS, comme HTML. Ça va être la manière dont tu combines tout ça, tous ces briques de base, pour faire des programmes super complexes, hein, qui peuvent faire des millions de lignes de code comme ça. C'est pas rare. Ok. Maintenant, donc là, on a vu les conditions. Donc super important. Hein, sans ça, ça c'est mon code à moi. Faut pas regarder. Oh là là. Spoiler alert. Donc les conditions, sans ça, l'informatique n'existerait pas telle qu'on la connaît de nos jours. Pas de Facebook, pas de Google, pas de Caramel, rien. Facebook, Google, ça, ouais, absolument tous les sites internet que vous voyez maintenant, ils vont utiliser JavaScript dans les navigateurs pour faire ça. C'est le seul langage qui est de base dans les navigateurs, qui est supporté. Et après, vous allez avoir des trucs, mais de moins en moins populaires, comme Flash, qui est un plugin qu'on installe dans le navigateur, qui a son propre langage de programmation, mais maintenant c'est quasiment plus utilisé. Donc on va dire 99,9% des sites internet sont écrits en JavaScript, en HTML, CSS et JavaScript. Il n'y a pas d'alternative, c'est assez bizarre. Surtout que JavaScript c'est un langage un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Il a gagné. Donc ouais, bonne question, effectivement. Enfin, voilà. D'où l'intérêt, c'est qu'une fois que vous comprenez le HTML, CSS, JavaScript, vous comprenez tous les sites internet du monde. Et dans votre console développeur, comprenez aussi, ouais, côté client. Et dans votre console Google Developer ou Firebug, tout ça, vous pouvez aller regarder chez Facebook le code HTML qu'ils ont, le code CSS et le code JavaScript. Tout ça, c'est lisible. Alors en général, il est un peu camouflé, quoi. Ils font des petites astuces, surtout sur JavaScript. Mais n'importe, il y a plein de sites, enfin vous pouvez aller et vous aurez du code comme ça, et pour apprendre c'est super, hein, par l'exemple, pour faire des copier-coller. C'est ça une des forces du web, parce que comme tout est basé sur des fichiers texte, contrairement à des fichiers binaires comme les fichiers Word où vous pouvez pas ouvrir dans un notepad, bah vous pouvez aller voir. C'est pour ça qu'on dit que le web c'est ouvert, c'est parce que vraiment vous pouvez. Alors c'est ce qu'on a vu donc dans la console. Donc c'est alors je vais reprendre mon Chrome. Ouais. J'ai remarqué qu'entre le if et le else if, on ne peut pas mettre le point virgule. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ouais, if, else, ça marche ensemble, donc c'est vraiment c'est la syntaxe, quoi. C'est des règles arbitraires que des gens ont dit, voilà, nous on va faire comme ça. Donc ça c'est des trucs effectivement il n'y a pas de point virgule. Alors les Google Developer Tools, en fait c'est nous on est dedans quand on fait la console, c'est une des parties et chaque onglet c'est une autre partie. Par exemple si on va voir dans Elements, là on va voir en fait ça va décomposer notre site. On voit qu'il y a le HTML. On va pouvoir cliquer sur les éléments et avoir plein d'infos sur notre site. Et donc c'est ça les outils de développeurs, en fait, c'est qu'on décompose le site. Vous pouvez aller sur Facebook, ça marche aussi. Même s'ils doivent mettre en place des trucs pour vous faire un peu chier, mais non, je crois que même pas, c'est pas possible. En fait, vous pouvez voir, vous allez sur Google, sur n'importe quoi. Vous voyez les structures HTML, et vous pouvez la copier-coller, parce que c'est ouvert. De la même manière, dans les sources, dans l'onglet sources, vous avez accès au CSS, donc vous pouvez aller voir sur n'importe quel site que vous voulez, et vous allez pouvoir copier-coller le CSS. Ça, c'est dans le navigateur. Alors, donc nous on était dans la console, ouais. Donc il y a un onglet. Donc là, ça c'est dans le navigateur dans Chrome. T'as un onglet, je fais un clic droit, ça t'ouvre les outils du développeur. Hein. Tout le monde l'a sur n'importe quel Chrome, quoi. C'est juste que les gens. Voilà, exactement. C'est équivalent de Firebug. Et donc comme on a un onglet console, donc qui est la sortie console pour JavaScript, on a un onglet pour le HTML, on a un onglet pour le réseau. Donc ça vous montre quels fichiers ont été chargés. Donc on voit bien qu'on a notre fichier d'abord contact HTML, ensuite style.css, script.js et back.jpeg. Donc ça c'est les différents fichiers qu'on a chargés pour le site. Et après pareil, il y a plein d'infos hein, quand on clique dedans, des trucs assez pro. Et dans les sources, on a le fichier JavaScript, on a le fichier HTML, on a le fichier CSS, on peut accéder directement aux sources. Et ça sur n'importe quel site internet. Du coup pour apprendre c'est assez génial. Timeline et profile c'est beaucoup plus avancé, c'est pour faire du debug et de l'optimisation de performance. C'est beaucoup moins utile au jour le jour. Audit, je sais même pas à quoi ça sert. Mais voilà, donc ça ces outils en fait c'est vraiment ce qui est utilisé par les gens qui font du développement dans le navigateur. C'est maintenant c'est standard, hein. Si vous faites pas de ça, c'est que vous êtes resté coincé dans les années 90. Hop. Alors, on va revenir au code. Là, on va voir un deuxième concept fondamental de la programmation. Donc là, on a vu les conditions, les variables aussi avant, très important. Là, on va voir, comment on appelle ça? Les boucles, les itérations.
les boucles, les itérations, ça c'est classe. Alors, comment j'ai fait? On va commencer par while, c'est la plus simple, même si c'est un peu casse-gueule. Voilà, allez. On y va. Toujours les bonnes vieilles accolades si j'arrive à les faire. Console.log, hein, toujours, on a toujours besoin de console.log pour voir où est-ce qu'on en est. Console.log counter. Alors là, il y a plein de nouveaux trucs, hein, on va y aller doucement, mais vous pouvez déjà. Voilà, je pense que j'ai pas fait de conneries. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez lancer dans le navigateur et vous allez voir que dans la console, vous allez avoir les nombres de 0 à 10 qui se mettent sur chaque ligne. Donc ça marche, dans le navigateur, vous avez de 0 à 10. Alors, pas ton insolent. Ok, 0 à 9. Donc, très important, qu'est-ce qu'on vient de voir là? C'est fondamental une fois de plus, hein. On fait beaucoup de fondamentaux ce soir. Vous allez tout retenir, j'espère, d'un coup. Donc var counter égale 0. Donc là, ça c'est une variable, on connaît, c'est maîtrisé, on en fait depuis 10 minutes. Donc on déclare une variable avec une valeur de 0 qui est un nombre, un des trois types fondamentaux, les strings, les nombres et les booléens. Ensuite, on a un mot-clé, donc en rouge on voit c'est les mots-clés, donc ça c'est les mots conçus, c'est de base dans le langage, hein, c'est les mecs qui ont fait les specs du langage, ils ont dit ok, nous on va voir les mots-clés suivants qui vont être else, if, while, var. Donc while c'est un de ces mots, un de ces mots-là. Et while ça veut dire tant que. Ça veut dire en français tant que. Ensuite on va avoir entre les parenthèses une condition. Donc de la même manière que le if else en fait, on va regarder si ce qui est entre la condition est true ou false. Ça c'est vachement important. Donc là on voit que ce qu'on cherche, c'est à savoir c'est le petit si counter est strictement inférieur à 10. C'est ce que veut dire le petit chevron dans ce sens-là. Là, c'est aussi assez proche finalement des maths. Hein. Ça n'a rien à voir avec le chevron en HTML. Là, ça veut dire, donc en gros, littéralement, ça veut dire tant que counter, donc un compteur finalement, est inférieur à 10, dans ce cas-là, exécute ce qu'il y a entre les accolades. C'est ça que ça veut dire. Et qu'est-ce qu'on fait entre les accolades? Bah déjà, on fait un console.log de counter. Donc là, on regarde la valeur actuelle de counter. C'est ce qui vous permet d'avoir dans votre console de 0 à 9. Et la ligne d'après, ça vous n'avez pas vu, counter plus. C'est la même chose, c'est pour incrémenter. Plus, c'est juste un raccourci pour incrémenter. Ça veut dire qu'on rajoute 1 à la valeur counter. C'est pareil que de faire counter égale counter plus 1. C'est juste ça, sauf que c'est un petit raccourci. Donc c'est pratique, c'est comme vous avez peut-être entendu parler d'un langage qui s'appelle C++. Bah, c'est une blague en fait, c'est une blague. C'est drôle qu'un langage de programmation peut être. C'est que vous avez un langage qui s'appelle C et la version au-dessus de ce langage-là, même si ça n'a rien à voir. Au-dessus, bah, c'est C++. C'est un peu l'équivalent de dire C version 2. C'est ça la blague. Donc voilà. Donc le plus, c'est un des opérateurs également. Donc un opérateur, c'est le égal, c'est le je ne sais pas quoi, le machin comme ça, là, le chevron. C'est les plus, les moins, les slash pour la division. Et le plus, qui est l'opérateur d'incrément. Et on peut faire un moins aussi, qui est l'opérateur de décrémentation. Ok, est-ce que vous avez suivi jusque-là? Donc vous avez vu la boucle en fait. Donc tant qu'en fait c'est ce bloc de code, donc on appelle ça des blocs. Ce qui est entre les accolades, c'est des blocs de code. Le bloc va être exécuté tant que la condition est vraie. Et donc ce qui est un peu casse-gueule, parce que, ça faut faire attention, c'est que si la condition est toujours vraie, par exemple si on fait while true, donc true, ce sera toujours égal à vrai. Donc si vous faites while true, bah, en fait vous allez avoir une boucle infinie et le programme il va planter. Alors pas le navigateur, hein, juste le truc, vous pouvez tester, ça va pas faire exploser. Si vous êtes sur Mac, hein, c'est un peu de la merde les Mac. Mais non, c'est pas vrai. C'est correct quoi, c'est dans le top 3 des OS disponibles. C'est pas sur le podium. Alors, donc voilà, donc si vous faites while true, vous pouvez tester, vous allez avoir le script qui va tourner en boucle et le navigateur va vous dire attention, il y a un truc chelou qui se passe, est-ce que tu veux le tuer? Donc là, comme on est dans le navigateur, que c'est un langage moderne, bah, le navigateur il peut le tuer facilement. À l'époque, quand il faisait ça en C sur les trucs vraiment où il programmait vraiment sur la mémoire, bah, en gros ton ordi tu le redémarres. Hein, parce que voilà, là tu l'as merdé quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est les boucles. Donc est-ce que vous voyez en quoi c'est utile? En fait, c'est vraiment une opération qu'on va pouvoir répéter parce que sinon, l'alternative, ce serait de faire, si on voulait faire un compteur,
bah, ce serait de faire compteur égale 1, égale 2, égale 3, égale 4. Donc ce serait beaucoup plus compliqué, en fait on aurait besoin de le faire autant de fois qu'on a besoin. Et typiquement ce genre d'opération, ce genre de boucle, on va en avoir besoin. Par exemple, quel exemple je pourrais faire? Par exemple, imaginons que vous ayez vous soyez Facebook, voilà, vous êtes Facebook, et il y a un utilisateur qui veut se loguer, donc il vous envoie son login et son mot de passe. Vous avez une base de données où il y a 100 millions d'utilisateurs. Bah, vous allez pouvoir faire une boucle où dans les 100 millions d'utilisateurs, vous allez faire une boucle et vous allez dire ah est-ce que c'est lui, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est lui, et dès que vous avez trouvé l'utilisateur, vous renvoyez le résultat. Mais s'il n'y avait pas de boucle, ça veut dire qu'il faudrait faire utilisateur 1, on check 1, utilisateur 2, il faudrait écrire 100 000 lignes de code au lieu de faire une ligne de code. Donc ça permet de gagner de l'espace quand même et du temps. D'où les trucs. Comme on traite de la donnée, typiquement la donnée souvent c'est un peu comme les fichiers Excel, on va avoir plein d'entrées, genre des noms, on va en avoir des centaines, des milliers. Donc ça c'est les boucles, ça permet facilement d'itérer sur des collections, ce qu'on appelle de données. Donc voilà, tout simplement. Alors ça c'est le premier type de boucle. Il y a deux types de boucles en JavaScript. Des fois il y en a plus dans les autres, pardon. Non, je croyais que quelqu'un allait dire un truc. Le deuxième type de boucle, donc comme on a eu while, on a for, qui est en pratique d'ailleurs plus utilisé. Hop. C'est un petit peu plus souple, c'est moins casse-gueule, qu'on n'a pas le risque de faire des boucles infinies en général, si on se démerde bien. Mais la syntaxe est un peu plus compliquée au début. Après, une fois qu'on l'a fait 2-3 fois, on comprend très bien. Mais au début, il y a pas mal de choses quand même. Ok, voilà. Donc là, vous pouvez lancer dans le navigateur et de la même manière, ça fait le même résultat. En principe, vous allez avoir de nouveau des nombres de 0 à 9 qui vont s'afficher dans votre console. Alors, donc de nouveau, on a un mot-clé, comme on a eu while, on a eu for. Donc for, ça veut dire pour. Alors c'est un peu moins clair, je trouve, for que while, mais bon. While et for, c'est utilisé dans genre 95% des langages de programmation, donc vous ne serez pas perdu si vous en faites d'autres. Alors, dans la boucle while, on a fait le compteur avant. Là, dans la boucle for, on peut le faire directement. Donc par convention, on met souvent i pour i de index, après on met j, enfin bon. Souvent, parce qu'on aime, c'est des trucs tellement communs qu'on prend une lettre et il y a beaucoup de gens qui font j. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une variable à 0, c'est l'équivalent de faire counter à 0, sauf qu'on peut le faire directement dedans, donc ça fait une ligne de moins. Ça, c'est la condition, donc c'est l'équivalent de ce qu'il y a là-dedans, c'est-à-dire que tant que i est inférieur à 10, et ça, c'est qu'est-ce qu'on incrémente, ben, on fait i++. Donc ça veut dire que à chaque fois qu'on aura exécuté ce bloc de code, il va faire ça, donc la partie de droite, et il va checker si la condition est vraie ou elle est fausse, et dès que la condition est fausse, c'est ça. Enfin, voilà. Non, dès que la condition est fausse, il arrête d'exécuter le bloc de code. Et on voit bien donc que console.log.i, la valeur elle change parce que à chaque fois il arrive là, ensuite il fait ça, i++, donc i au début il a 0, la deuxième boucle il a 1, ensuite il check ça, là i est toujours inférieur à 10, donc il refait le bloc de code, tout bêtement quoi. Voilà. Et au niveau de la syntaxe, c'est un peu plus compliqué, mais finalement c'est plus compact, hein, parce que ça évite d'avoir une ligne à l'extérieur, plus des trucs, plus une ligne ici, qui est un peu confusante, parce que finalement c'est un truc tellement basique que c'est pas mal de l'avoir dans le truc, et surtout ça permet de pas... Là on peut pas faire de boucle infinie avec ce truc-là, puisque l'incrémentation c'est incrémentation et automatique. Parce qu'un truc classique aussi, c'est d'oublier dans les boucles while d'incrémenter. Genre si on oublie de faire counter plus, bah, le counter, vu qu'il ne sera jamais incrémenté, le compteur il sera toujours inférieur à 10. Donc ça veut dire que la boucle va s'exécuter de manière infinie et que ça va faire crasher le site. Donc voilà, les deux types de boucles, hein, il n'y en a pas 15, il y en a deux. La boucle for est beaucoup plus utilisée, la boucle while a quelques usages plus... dans certains cas, on peut faire que du while, mais dans la grande majorité des cas, on fait un for, var, i, tout ça. C'est ce qu'on utilise dans 90% des cas. Ouais. Alors, j'ai pas retenu en fait entre les points virgules devant les for. Ici. Oui. Alors ici, on crée une variable, on crée un compteur en fait. En fait, c'est voilà. Donc en fait, on va créer un compteur qu'on va appeler i, qu'on commence à 0. On pourrait le commencer à 10, hein, mais bon, ça n'a pas trop de sens. En général, on fait ça. Enfin, ça a du sens dans certains cas. Mais... Donc là, on crée un compteur. C'est exactement pareil que de faire var counter égale 0. On dit ça, le deuxième, c'est la condition. C'est-à-dire que tant que le compteur i est inférieur à 10,
on va exécuter ce qu'il y a entre les accolades, donc le bloc de code. Et ça, ce petit bout à droite, il est exécuté à chaque fois qu'on a fini le bloc de code. Donc ça veut dire qu'on va incrémenter i à chaque fois qu'on sort du bloc de code. En fait, ça fait exactement pareil que ça, mais ça, c'est un cas tellement classique de faire ça qu'ils ont fait une syntaxe exprès pour que ce soit plus rapide à faire. Parce que ça, c'est ce qu'on utilise dans 95% des cas plus que le while. Là, si on avait mis -moi, on aurait pu bugger le truc. Voilà. On aurait été en infini. Exactement. Parce que ça Voilà. marche, il peut aussi afficher les nombres négatifs. Ouais, ça peut afficher les nombres négatifs aussi. Donc, effectivement, ouais, les nombres, comme dit, très bonne remarque bientôt, les nombres en JavaScript, ça peut être donc des entiers, des nombres à virgule, et ça peut être aussi des nombres réels, je crois qu'on dit. Enfin, ça peut être des nombres négatifs, en gros, entiers à virgule aussi. Donc, il n'y a pas de limite. Enfin, en vrai, il y a une limite qui est genre dans les plusieurs milliards, donc il faut faire gaffe. Mais bon. Et comment il sait que là c'est un entier? Comment il sait que c'est un entier? JavaScript, il se démerde en fait. Tu peux additionner des entiers avec des. Enfin, les entiers, il sait parce qu'il n'y a pas de point quelque chose. D'accord. Mais en vrai, tu peux additionner des entiers avec des nombres à virgule. En JavaScript, il n'y a pas de souci. Tu as des langages. Le plus c'est 1. Le plus, c'est plus, hein, ouais. Si on avait mis un i égale 0,1 par exemple. Bah, tu sais pas quoi, je sais pas ce que ça ferait. Je sais pas si ça ferait 1.5 ou 1. C'est possible que ça. Mais je pense que ça ferait 1.5. Mais en fait, c'est des trucs que finalement, je sais pas parce que voilà. Il y a jamais aucune raison de le faire, quoi. À part par curiosité. Mais c'est une bonne question. Et il y a des langages, en fait, JavaScript c'en est pas un, mais tu as des langages où tu es obligé d'additionner que des nombres à virgule entre eux ou que des entiers. Ah, c'est Parce ça, que- il ajoute 1, si tu mets 0,1, 0,2, Ouais, il ajoute 1,2. Bah voilà. Et ben c'est très bien. Mais il y a des langages, en fait, où si ton nombre, c'est pas un entier, c'est un nombre à virgule, il te dirait non, t'as pas le droit d'incrémenter ce nombre-là, parce que ça n'a pas de sens. Ce qui permet de faire des optimisations de vitesse, quoi. JavaScript, c'est très bien, c'est très souple. Par contre, c'est un peu compliqué au niveau des perfs. Même si maintenant ils ont fait des trucs de ouf dans les navigateurs, mais le fait plus l'ordinateur il lançait des choses sur tes nombres, bah plus il peut aller vite parce que là tu vois il sait pas comme le nombre il sait pas si c'est un entier ou si c'est un nombre à virgule. Avant de pouvoir vraiment faire ton addition, il va devoir checker ça et ça prend un petit peu de temps. Et donc quand tu multiplies ça par des millions de fois, bah JavaScript ça se fait que c'est plus lent que d'autres langages de programmation. Pas beaucoup plus lent. Ça va de mieux en mieux, mais c'est parce que Google et Mozilla ils ont investi des millions et des millions pour rendre ça plus rapide. Parce que voilà, c'est un gros enjeu d'avoir des applications web rapides, quoi. C'est ce qui rend le truc intéressant. S'il fallait attendre 15 secondes avant de charger Google, je pense qu'il n'y a plus personne qui serait dessus. Donc voilà, ok. Donc, on récapitule. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les variables de trois types, de type string, donc texte, de type, c'est pareil, un string, ça veut dire chaîne de caractères. C'est le truc technique pour dire en fait un ensemble de caractères. On a le type nombre, qui peut être n'importe quel nombre entier, à virgule, négatif, positif. Et on a le type booléen, qui est les true, les false. Ensuite, on a ce qu'on appelle les structures de contrôle. Donc les structures de contrôle, c'est le if et le else. En fait, c'est structure de contrôle parce qu'on va contrôler le flow de l'information. Où est-ce que l'information, elle passe? Parce qu'avec le if et le else, on va pouvoir savoir qu'est-ce qu'on va exécuter. On n'est pas obligé de tout exécuter. Et on peut évidemment combiner le tout. On peut avoir des boucles dans les if et les else. Du coup, il n'y a pas de limite en fait. Parce que tout ce qui est entre accolades, ça peut être n'importe quoi d'autre que ce qu'on a vu, quoi. Tout peut se combiner. Et troisième concept, donc toujours une structure de contrôle, cette fois les boucles qui permettent d'itérer. Et ce qui permet de traiter évidemment des données en nombre, parce que quand on va traiter des millions et des millions de données différentes, on a besoin d'automatiser le fait de boucler dedans, parce qu'on ne peut pas se permettre d'écrire à chaque fois des millions de lignes de code pour tous les cas de figure. C'est ça que ça permet les boucles. Ça évite. Là, sinon, l'équivalent pour for, vary, machin 10, on aurait été obligé pour faire la même chose d'écrire 10 lignes de code. Là, on voit qu'en 2-3, c'est réglé. Et évidemment, plus vous augmentez le nombre d'itérations et plus c'est rentable. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Ah, oui. Alors là, un autre concept fondamental. Cette fois, les fonctions. Ouais. Alors, les fonctions. Alors, pour l'instant, on a mis le code tout de haut en bas. Donc je vous ai dit que le navigateur, il prend la première ligne et il exécute jusqu'à ce qu'il arrive en bas, ce qui est vrai. Mais on va avoir des moyens. En fait, ça pose un problème de faire tout comme ça. C'est dès qu'on va avoir des langages, enfin des programmes un peu compliqués. Parce que là, si on dépasse par exemple les 50 lignes de code, ça commence déjà à faire beaucoup de trucs à la suite. Et on voit qu'on a beaucoup de code dupliqué. C'est quelque chose qu'on veut toujours éviter dans le code, c'est d'avoir trop de code qui fait la même chose. Là, par exemple, typiquement, le code dupliqué qu'on a ici, c'est le console.log.
Parce que le console.log, on l'a écrit 10-15 fois, ça commence à être relou. Et ben pour éviter ça, dans les langages de programmation, ils ont rajouté quelque chose qui n'était pas là au début. Ils ont rajouté des fonctions. En fait, les fonctions, ça va permettre de faire des petits blocs de code réutilisables de partout. Ce qui permet que là, en fait, l'exemple qu'on va faire, au lieu de taper console.log, on va juste taper log et ça fera la même fonctionnalité. Donc voilà, donc ça permet en fait quand on fait des programmes complexes, ça permet de gagner de l'espace de la même manière que les boucles. Et c'est de la même manière que les boucles, plutôt que d'écrire console.log 15 fois, on va faire juste console.log. Enfin, on va faire juste log. Hop, allez, je tape le truc et après on y revient. Hop. Message. Ça permet en fait de réutiliser des bouts de code. Ce qui est une bonne chose, parce que tout le code qu'on a dupliqué, non seulement ça prend plus de place, ça prend plus de temps à faire, c'est plus chiant à taper, mais en plus ça fait plus de bugs, parce que dès qu'on a un bug quelque part, on l'a de partout. Et si on a dupliqué 10 fois le code, il va falloir qu'on corrige le bug 10 fois. Et en général, on en oublie toujours un quelque part. Donc c'est pour ça qu'on va regrouper le programme en plein de petites fonctions qu'on va pouvoir réutiliser. Et ça, après, il n'y a pas de limite, on peut faire autant de fonctions qu'on veut, on peut splitter autant de fois le code qu'on veut. C'est une bonne pratique de faire des fonctions, hein, c'est un fondamental aussi. Tous les gens qui font de la programmation, hein, ils font différentes fonctions. Alors, regardons qu'est-ce qu'on a, et puis d'ailleurs, l'exemple, en dessous de ça, vous pouvez faire log de ce que vous voulez. Hop, genre test fonction. Voilà, et le log comme ça vous fait gagner du temps. Ça vous évite de taper console.log à chaque fois. Maintenant, vous pouvez juste taper log, et vous aurez la même fonctionnalité. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans la fonction? Donc, la fonction, ça commence par un mot-clé. Donc, comme var, on va avoir function. Ok, ça, jusque-là, je pense que ça va. Donc là, on dit au navigateur, là, on va déclarer une nouvelle fonction, donc un bout de code réutilisable. Le navigateur, il va tomber dessus. Il va voir ça. Il ne va pas directement l'exécuter. En fait, la fonction, il va stocker ça en mémoire. Il va le stocker avec le nom log. Donc ça, c'est pareil que dans les variables, hello world, tout ça. C'est un identifiant, c'est quelque chose d'arbitraire que vous mettez, c'est pour vous repérer. Donc fonction log, mais on aurait pu appeler absolument comme on veut, L si on veut faire encore plus court, si on veut pas se faire chier. Faut en fait les noms des fonctions, faire attention, il faut que ça reste lisible. Ce qui est bien, c'est que ça décrive qu'est-ce que ça fait. Bah là, ça log en fait. Log, ça veut dire écrire quelque chose, quoi. Log, c'est un journal, quoi. Donc là, c'est tout log, ça veut dire écrire dans le journal, dans un journal. Ensuite, parenthèse, argument. Donc ça, c'est les paramètres de la fonction. Une fonction, on va pouvoir l'appeler avec des paramètres. Ça, il va y revenir. Donc là, c'est le message, en fait. C'est ce qu'on passe là à test function. Et ensuite, accolade, c'est le bloc de code de la fonction. C'est ce qui va être exécuté quand on appelle la fonction. Donc là, je pense que là, vous commencez peut-être à être un peu perdu. Ça fait beaucoup d'infos. Donc, souvenez-vous, le alert qu'on a fait au tout début, ça ressemble finalement beaucoup à ça. Sauf que le alert, c'est une fonction, mais elle est codée de base dans le navigateur. Du coup, on la voit pas. Mais il faut imaginer que alert prenait un paramètre message aussi, et on lui passait ce paramètre. En fait, quand on appelle une fonction, on met toujours des parenthèses pour l'appeler. Donc par exemple, si je veux appeler la fonction log de base, je peux faire comme ça aussi. Par contre, le souci, c'est que la fonction log, elle s'attend à avoir un paramètre qui est le message, parce que si on log rien du tout, finalement, on ne sait pas quoi faire, quoi. Donc là, en même temps, j'aurais peut-être pas dû commencer par ça. On va faire plus simple, on va y aller étape par étape. Là, j'en fais un peu trop. Message hello. Ok. C'est plus compréhensible comme ça. Je vous ai perdu? Non, c'est bon. Alors, on reprend, on parle pas d'histoire de paramètres. En fait, maintenant, voilà. Donc là, on a défini une fonction. Donc ça, c'est une fonction, c'est un petit bout de fonctionnalité, petit bout de code qu'on va pouvoir réexécuter plusieurs fois. On va pouvoir l'appeler plusieurs fois. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle la fonction log. Alors, pour appeler une fonction, on met son nom. Donc le nom, on choisit absolument ce qu'on veut, il n'y a pas de limite, c'est comme pour les variables. Et ensuite, on met parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Ça, c'est le signal pour dire au navigateur, on veut l'appeler. Et donc cette fonction, on va pouvoir l'appeler autant de fois qu'on veut. Là, si je fais log 2 fois de suite, ça va me faire 2 fois, ça va exécuter 2 fois ce qu'il y a entre les accolades, donc ça va me faire 2 fois un console.log hello. Ça, c'est l'intérêt d'une fonction, c'est qu'on va pouvoir réutiliser sa fonctionnalité. Du coup, ça fait gagner de l'espace. Vous voyez que si j'avais dû faire 2 fois console.log hello, machin, ça aurait été beaucoup plus long que de faire juste appel 2 fois à log.
Et en plus, ça permet de débugger, parce que si un coup, dans console.log, je m'étais trompé dans l'orthographe de hello, j'aurais eu un bug possible. Tandis que là, comme je réutilise le même bout de code, je sais que le hello, dans les deux cas, il va être correct. Et même si je m'étais gouré dans le hello, j'ai que à le corriger une seule fois et le corriger 2 fois. Évidemment, les fonctions importantes dans les programmes, des fois, on va les appeler des milliers, voire des millions de fois. Donc, après log, entre les parenthèses, on demande quelque chose pour indiquer sinon c'est génique. ouais, là c'est ouais, ça on y arrive. Donc là effectivement. Donc là pour l'instant ça c'est une fonction. C'est très simple et en fait on n'est pas obligé de mettre des trucs. Donc c'est une fonction, elle n'a pas de paramètres. Parce que les fonctions comme ça c'est bien, mais par contre là on voit qu'il y a une limite. C'est que dès qu'on va vouloir mettre autre chose que hello, bah soit on va pouvoir le faire, soit il va falloir réécrire une autre fonction, genre on va faire log hello, log world, tout ça. Mais du coup ça commence à être stupide aussi si on commence à avoir besoin, par exemple, si j'ai besoin de faire fonction log world pour avoir le hello world, enfin le world de hello world, on voit qu'aussi c'est pareil, de la même manière on va pas s'en sortir parce qu'on va dupliquer énormément de code et finalement ça va être encore plus long que le remède est pire que le mal. Donc en fait, les gens brillants qui ont inventé les fonctions, ils ont inventé aussi les paramètres de fonctions. Donc là en fait, faut voir en fait qu'est-ce qu'on veut faire avec cette fonction. Nous, ce qu'on veut faire, c'est envoyer un message vers la console, et on veut que ce message, pour l'instant c'était hello, mais nous on voudrait pouvoir envoyer n'importe quel message. C'est ça la vraie puissance de la fonction, c'est de pouvoir paramétrer ce qu'on envoie à la console, enfin, c'est le but de notre fonction. Et pour faire ça, on va déclarer un paramètre à la fonction, qu'on va appeler message. Et donc message, ça va être une variable, donc c'est une variable qu'on passe à la fonction. Ok, c'est normal si je vous perds un peu là sur ça. Et au lieu de passer hello, on va passer message. Alors comment on va se servir de message? En fait, c'est au moment où on va appeler la fonction, on va lui passer aussi entre les parenthèses le message qu'on veut lui envoyer. Donc là, si on fait comme ça, c'est exactement équivalent. Pour la première ligne, c'est équivalent à ce qu'on vient d'avoir. Ok. Mais l'intérêt, ce sera peut-être plus parlant une fois qu'on aura les deux trucs. C'est normal que ce soit un peu bizarre au début. Par exemple, quand j'ai fait de programmation, ça fait beaucoup d'un coup. Hello world. Là, si vous exécutez ça, vous voyez que grâce aux paramètres, en fait, si on n'avait pas la possibilité de faire des paramètres de fonction, il aurait fallu qu'on fasse une fonction log hello et une fonction log world. Là, avec une seule fonction qui a un paramètre message, on va pouvoir changer. Au moment où on appelle la fonction, on va pouvoir choisir quel message va être logué. Ça, faut regarder dans le navigateur ce que ça fait, ça vous parlera plus. Et du coup, à partir d'une fonction très simple et d'un paramètre, on va pouvoir avoir autant de variations qu'on veut. Parce qu'en fait, tout ce qui change, c'est en fait on passe le message qu'on veut à chaque fois. Et ça nous évite de taper console.log. Puis évidemment, on peut aller beaucoup plus loin à chaque fois. Je prends des exemples simples. Si on avait juste fait log parenthèse, ça aurait affiché message. Je crois que ça aura affiché rien du tout. Ça aurait affiché undefined, un truc chelou. C'est genre t'as oublié ton paramètre. En fait, message, ça serait un peu bizarre au début. En gros, message, c'est une variable créée pour la fonction. Et message prend la valeur de ce que tu lui passes à l'intérieur des parenthèses. Donc voilà. Donc ça, comme ça, on peut paramétrer les fonctions. C'est un peu comme en géométrie. Comme en géométrie, Enfin, paramétrer. algèbre, Ouais, bah voilà. Ouais, tu peux passer des paramètres aussi, c'est le même truc. Et des paramètres, tu peux en passer autant que tu veux. Donc là, je sais pas ce qu'on pourrait passer comme autre truc, mais bon, les messages 2, même s'il n'y a pas trop de sens. Mais... Tiens, on va faire une fonction où ça justifie vraiment. Enfin, même si c'est pas très utile, mais regarde. Par exemple, si on fait une fonction d'addition, prenons un autre cas. Donc bon, une fonction d'addition, c'est assez. Non, on va faire une fonction. On va concaténer du texte. Attention. Concaténer du texte, ça veut dire juste mettre un texte au bout d'un autre. C'est juste, t'as un mot, t'en fais une phrase, quoi. T'as deux mots, tu fais une phrase. Donc, allez, on va appeler ça concat, parce qu'il y a déjà des fonctions de base qui font ça. C'est un truc qu'on fait beaucoup. Donc, on va appeler, je sais pas moi. Allez, begin et end. Donc là, on voit qu'on n'a pas un seul paramètre, mais on en a deux. Et on va faire un console.log de begin et ensuite de end. Hop, non, begin plus end. Je ne vais pas vous embrouiller.
begin plus end. En fait, donc ça veut dire qu'on va avoir deux. En fait, en plus ça marchera avec n'importe quoi. On peut faire ça avec des nombres ou avec des. En JavaScript, c'est un peu freestyle. Donc si vous faites. Alors. Démonstration par exemple. Hello world. Bon, du coup, ça va être un peu. Le texte il va être collé l'un à l'autre, hein, mais bon, c'est pas très important. Donc là, si vous faites ça, là vous voyez la fonction concat, elle prend deux paramètres. Elle prend begin et end. Et quand on la, et ensuite ce qu'elle fait, c'est qu'elle les concatène. Donc c'est ce qu'on fait avec le petit plus. On fait begin plus end. Et dans votre console, ça va vous marquer hello world, bon tout attaché. Mais on peut. De quoi? Sauf si tu mets un espace, ou tu peux aussi améliorer un peu, tu peux foutre un espace là-dedans. Parce que les plus, en fait, t'en veux autant que tu veux. Donc si tu vois, si tu fais comme ça, si tu fais begin plus espace plus end, là, ça va te faire une chaîne entière avec un espace au milieu, du coup, hello world, ça marche. Et donc là, la différence avec le premier, c'est qu'on a mis deux paramètres au lieu d'en mettre qu'un seul. Et les paramètres, on en met autant qu'on veut. Enfin, dans la limite du raisonnable, parce qu'après, ça devient illisible. La bonne moyenne, c'est au maximum, on en met 5-6, quoi. Après, ça commence à faire beaucoup. Mais techniquement, vous pouvez en mettre des milliers. Ce que personne ne fait, c'est n'importe quoi, mais ce serait n'importe quoi. Et voilà. Et du coup, avec ces mêmes variations, vous appelez concat avec deux trucs et ça peut marcher sur. Enfin, vous pouvez, avec n'importe quel texte, vous faites la même. Comme tu n'as que begin et end, tu auras toujours que deux. Tu peux concaténer que deux éléments. Ouais. Après, t'as des moyens de concaténer autant que tu veux avec une seule fonction, mais c'est beaucoup plus avancé. Tu as des moyens de faire que la fonction elle prend un nombre variable d'arguments. Tu vois, elle peut en prendre entre 0 et 1 million. Et tu peux le gérer de manière programmatique, mais c'est beaucoup plus avancé. Donc voilà. Et dans la plupart des cas, ça sert bien d'avoir un nombre fini, enfin, ça suffit très bien. Et en général, les noms des variables, on leur met des noms qui sont significatifs en fonction de ce qu'on veut faire, quoi, de ce qu'on représente. Donc voilà, ça c'est les fonctions. Donc voilà, les fonctions, c'est vraiment réutiliser des bouts de code. Parce que du coup, au lieu de faire 15 fois un console.log begin plus espace plus end avec ce qu'on veut, bah là, avec une seule fonction, on peut faire autant de trucs qu'on veut. Et les fonctions peuvent être aussi complexes qu'on veut, qu'on peut mettre autant de lignes qu'on veut dans le bloc de code en fait. Parce qu'évidemment, à une ligne, c'est pas très utile, mais quand on commence à avoir des fonctions de 10-15 lignes, là, ça commence à être utile de pas dupliquer du code. Ok. Ok, les fonctions. Tout le monde a compris? À peu près, hein. Ça prend des années à comprendre tout ça. Internaliser. Peut-être pas des années, mais bon. Alors, donc, on a vu ça. Qu'est-ce qu'on a vu maintenant? Ah ouais. Maintenant, on va voir les tableaux. Alors, qu'est-ce que c'est un tableau? C'est que pour l'instant, on a vu que chaque variable, elle stocke une seule valeur. Donc, ce qui est bien, mais c'est un peu relou quand, en fait, les tableaux, ça va bien avec les boucles en général. Parce que comme je vous ai montré, là, imaginez que si on est chez Facebook, on veut récupérer 100 000 utilisateurs. Pour les stocker, on va avoir besoin de variables. Et si on utilise ce qu'on connaît pour l'instant, c'est-à-dire qu'on va être obligé de faire var utilisateur 1 égale machin, var utilisateur 2 égale machin. Et du coup, on sera obligé d'avoir 100 000 variables, ce qui est beaucoup à taper. On va avoir un concept qui s'appelle les tableaux. En fait, on va pouvoir stocker autant de variables qu'on veut à l'intérieur d'un tableau. Donc un tableau, c'est un array en anglais. Donc là c'est pareil, là je déclare une variable. Et donc je dis qu'il y a trois types primitifs, hein, je répète une fois de plus, c'est très important, il y a les chaînes de caractères, les nombres et les booléens. Mais il y a des types aussi, il y a ce qu'on appelle les structures de données. C'est des types un peu plus complexes qui permettent de stocker les types primitifs. Voilà. Donc dans un tableau, on va pouvoir mettre autant de nombres, de chaînes de caractères et de booléens qu'on veut. Et aussi des tableaux, mais bon, ça, on va pas faire ça pour l'instant. Donc un tableau, donc on stocke dans une variable. Enfin, on n'est pas obligé, mais bon, moi je stocke dans une variable. Et ça va être avec un truc que je sais pas faire sur Mac, qui est les crochets. Je crois que c'est. Ah ouais, pas mal. Voilà, donc ça c'est un tableau.
Et un tableau, on va pouvoir lui mettre des valeurs à des index. Un tableau, c'est une manière de stocker des données avec des index. C'est-à-dire que le tableau, il va avoir autant d'index qu'on veut. Il va avoir un index, c'est un nombre, c'est un tableau index 0, index 1, index 2, jusqu'à autant qu'on veut. Et à chacune de ces valeurs, à chacun de ces index, on va pouvoir stocker une valeur. C'est bizarre au début, hein. On va comprendre. Hop, donc array 0 égale, je ne sais pas moi, texte par exemple. Ok. On va mettre un deuxième, et ensuite on y revient. Allez, 14, c'est bien 14. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là? Donc là d'abord, on a créé un tableau. Donc on crée un tableau, ça veut dire on crée une variable qui va pouvoir contenir d'autres variables. Il y a un certain nombre autant de variables qu'on veut. Et ensuite, ce tableau, à l'index 0, donc le premier élément du tableau, on lui met une variable texte. On lui met une valeur de texte. À l'index 1, on va lui mettre une valeur de 14, qui est un nombre. Et en fait, on peut continuer autant qu'on veut. 0, 1, 2, 3, 4. Le tableau, il stocke autant d'éléments qu'on veut. En fait, ça permet de faire, de stocker des informations qui sont proches. Par exemple, je vais faire un exemple un peu plus parlant. Par exemple, vous voulez stocker plusieurs noms, plusieurs personnes. Donc, on va pouvoir faire un tableau pour stocker les noms. Donc, vous l'appelez variable names. Et name 0, ça pourrait être, par exemple, Yannick, au hasard. Ah oui, on commence à 0 en programmation, c'est chelou, mais on commence à compter à partir de 0, c'est juste comme ça, ils se sont dit 1 c'est... Là, t'as pas appelé array. 1 c'est pour les hipsters. Ouais, oui, parce que array c'est un mauvais exemple, en fait, c'est comme c'est une variable, tu mets le nom que tu veux. Ah, c'est juste le fait de mettre les crochets qui appellent le... Voilà, c'est le fait de faire des crochets qui... Voilà, oups, on oublie. Et du coup, la fonction log, elle marche. Hein, La fonction log, elle marche, normalement, ouais. sur array. Sur array, ouais, tu peux faire un console.log sur un tableau, et ça va te, effectivement, ça va te montrer tous les différents éléments du tableau. Hop, voilà, donc là j'ai Yannick, là tu peux mettre Antonin, je pense que c'est comme ça. Ah ouais, merde. Et c'est AU, c'est ça? Antonin. Yannick, et quand on veut faire ça en 2 dimensions ou plus, Eh ben c'est très simple. Anto en plus, tu peux... Enfin, c'est très simple. Regarde, par exemple, si on veut avoir un autre tableau à l'index 2, bon là on va un peu vite quand même. Alors, un index 2, et bien tu fais un égal un autre tableau. Et ensuite, tu vas pouvoir faire, alors, de mémoire, hein, parce que finalement les tableaux à 2 dimensions, on en fait très très peu. Hein. C'est sympa, c'est un des trucs qu'on apprend au début, mais qui ne sert finalement pas à grand chose. Enfin, voilà, et name 2.0, c'est ce que tu veux. Mais bon, donc voilà, tu peux le faire comme ça. Mais... la ligne 69. De quoi? La ligne 69. Ligne 69, ouais. C'est ça. Mais là, ça va confuser tout le monde, donc en gros, tu peux le faire, mais faut pas le faire au début. Faut commencer doucement. Tiens, d'ailleurs, c'est pas name, c'est names. Hop. Donc voilà, donc là, qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'on crée un tableau pour stocker des noms. Et en fait, on va pouvoir à chaque index mettre un nom qu'on veut. Et les index, on en crée autant qu'on veut. Et il faut qu'ils suivent, par contre, les index. Enfin, en JavaScript, il n'y a pas besoin, mais il faut qu'ils suivent, c'est une bonne pratique. Et donc, ça va permettre de stocker des informations qui sont proches. Ce qui veut dire que c'est, par exemple, vous voulez faire un programme où c'est un registre, moi je sais pas, d'élèves dans une classe. Vous allez pouvoir stocker tout le nom des élèves dans un tableau comme ça, en commençant par l'élève 0 jusqu'à l'élève 25 ou 30. Vous allez avoir tous les élèves. Hop, allez, big pour Simon. Et donc, ce qui est là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on combine ça avec les boucles. Parce que comme on a stocké les données, tout avec des index, souvenez-vous qu'en fait, dans les boucles, on va avoir un index aussi, dans le for, var, i, le while, tout ça. En fait, on va avoir un compteur, ou même un index var i concret. Du coup, ça s'y prête bien, parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va être dans une boucle et qu'on va exécuter le bloc de code, on va pouvoir l'exécuter
pour un élève en particulier, pour un nom en particulier dans cet exemple-là. On va faire ça. Donc du coup, quand on combine, là, je vais créer une variable j pour changer, parce que j'ai déjà fait un i, mais le principe est le même. De toute façon, les variables, hein, comme d'hab, on peut les nommer comme on veut. Tant que j est inférieur, et là je vais vous montrer un autre truc, à names.length. Donc ça, names. Donc les tableaux, ils ont... Tu vas pas afficher toujours ton tableau. Non, je vais le faire là, tu vas voir. Tu vas voir, ça va être beau gosse. Hop. Ouais, le tableau, tu peux l'afficher à n'importe quel index. Attends, c'est où le Alt 5? Voilà. Alt 5. Donc là, je peux faire un log. Hein. On peut faire un log de names crochet j. Voilà. Un exemple plus simple. Si vous voulez par exemple faire un log sur donc le log, enfin là je reprends avant. Vous pouvez loguer tout le tableau à la fois. Là je reprends sur un truc plus simple. Ou vous pouvez loguer juste un seul élément. Par exemple vous voulez savoir, vous pouvez loguer qui est à l'index 2, enfin à l'index 1 pardon. Vous pouvez faire comme ça. C'est comme ça qu'on accède à un élément du tableau. Bon, c'est simple. En fait dès que vous voyez des crochets dans JavaScript, ça veut dire tableau quoi. C'est le symbole, c'est les crochets. Donc on reprend pour les deux du fond. Alors, donc là, on a un tableau, on va stocker des noms. Donc les noms qu'on stocke, là j'en ai stocké 3. Avec log.names, je peux afficher tout ce qu'il y a dans mon tableau. En fait, ça va m'afficher Yannick, virgule, Antonin, virgule, Simon. Ensuite, si j'utilise la même syntaxe que pour assigner, donc avec crochet 1, ça va me renvoyer la première valeur du tableau à loguer. Donc ça va me renvoyer Antonin. Et ensuite, si je fais une boucle sur tous les éléments du tableau, c'est ce que ça fait. Là, en fait, on voit que donc, je vais itérer avec l'index j. Ensuite, je vais itérer tant que j est inférieur à names.length. Donc tous les tableaux, dessus, vous pouvez faire .length. Et .length, ça va renvoyer, dans ce cas-là, ça va renvoyer 3. En fait, c'est le même truc. En fait, et du coup, ça permet que si je rajoute un élément dans le tableau, ça marchera toujours. Ça, le .length, c'est une variable aussi. Donc là, dans ce cas-là, .length, c'est égal à 3. Si je rajoute un élément, .length va être égal à 4. C'est la longueur du tableau, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans le tableau. Et du coup, ça c'est variable. Du coup, c'est pratique, parce que ça permet de s'adapter. Ça permet d'éviter d'avoir à mettre en dur 3 et ensuite 4 quand on change. Là, si je rajoute un prénom, je ne sais pas qui. Donc, hop, QSLDF. Voilà. Là, si je change ça, au moment où on va arriver à names.length, ça va être 1 de plus, ça va être 4. Ça va être 1, 2, 3, 4. Donc, du coup, vous voyez l'intérêt, c'est que plutôt que, imaginez que si j'avais mis 3 ici, c'est-à-dire que si je rajoute quelque chose, il faut que je mette 4 ici. Tandis qu'avec names.length, en fait, c'est ça le principe en informatique, c'est qu'on automatise de plus en plus. On va avoir des variables qui stockent des valeurs, et les valeurs, elles changent en fonction du temps. Là, en fait, c'est une petite abstraction. Là, on dit qu'on ne sait pas, en fait, au moment où on écrit le code, on ne sait pas s'ils vont être 3, 4, 10, on s'en fout. Peu importe le nombre, ça marchera. Si on met un nombre en dur, dès qu'on va avoir 2 fois plus de noms, ça ne marchera plus. Et ensuite, dernier truc, donc je fais un log avec un nom, donc j'accède à tous les noms, parce qu'en fait j, il faut imaginer que j, la première fois qu'on y est, c'est égal à 0, donc ça veut dire qu'on va faire un log de names 0, qui est Yannick. La deuxième fois que le code va être exécuté, parce qu'on est dans une boucle, ça va être names de 1, donc Antonin, et ça va faire ça jusqu'à ce que ça arrive à QSD, FSD. Parce que là on voit bien que ici, quand on log, on peut loguer le nom à l'index 1. Donc si on veut afficher un tableau de plusieurs dimensions, il faudrait mettre 2 fois j par exemple. Tu vas faire des boucles dans des boucles. Donc, tu vas faire un for. Tu vois, imagine si par exemple tu as un damier, tu vas faire un for var x égale 0 et ensuite un for var y égale 0 à l'intérieur. Et tu vas afficher names ou damier de j de x. Donc c'est tout à fait faisable, hein, c'est un truc. Ça sert, mais pas tant que ça finalement. Il y a assez peu de structures qui se représentent sous forme de tableau à 2 dimensions, parce qu'il y a un autre truc qu'on va voir après, qui est juste après les objets, qui permet de stocker des valeurs pas avec des index, mais avec des noms qu'on met soi-même. Du coup, genre nom, prénom, enfin comme dans un tableau Excel. Du coup, ça s'y prête. En pratique, c'est beaucoup plus lisible que de faire des tableaux avec 15 dimensions. Ok, et toujours plus fort, dans le log, on peut concaténer pour avoir un truc un peu plus lisible. On peut faire
IAM, genre IAM. Hop. Donc là, ça permet. Là, on voit qu'on concatène deux chaînes. Donc, et ça fera IAM Yannick, IAM Antonin, IAM Simon, et puis voilà quoi. Et du coup, on combine. Donc voilà, les tableaux, typiquement fondamentaux avec les boucles. Ça permet. Là, vous voyez qu'on aurait eu un tableau avec 1 million d'entrées. Ça aurait marché de la même manière qu'avec 3 ou 4. Pourquoi au début tu as dit que tu avais mis var heureux sur le tableau et là on est passé sur var Parce que c'est plus parlant en fait. Heureux, c'est le nom anglais, donc j'avais mis ça dans le tableau, mais en vrai c'est, on veut jamais, avec le nom de la variable, ce qu'on veut dire, on veut pas dire que la variable c'est un tableau, ça on s'en fout. On veut, avec le nom de la variable, on veut dire qu'est-ce qu'il va y avoir dans le tableau. Et donc ce qu'on va avoir c'est des noms, c'est pas des, on va pas avoir des tableaux dans le tableau, donc ça n'a pas de sens de l'appeler arrêt, c'était juste un truc qui m'est passé par la tête. Je sais pas à quoi je pensais. Ok, voilà le principe. Du coup on peut combiner les trucs. Alors, et là où ça devient très rigolo, c'est si on commence à combiner avec aussi des if et des else. Si par exemple on fait if names j if names j égale Simon, hop. Et bien là on va pouvoir faire un log de je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, genre ouais, voilà, ça peut peu importe. Et c'est là où vraiment les langages de programmation se commencent à être sympas, c'est qu'en fait l'idée c'est que c'est un peu comme des Lego, hein, vous avez assez peu finalement de concepts de base, hein, vous avez les structures de contrôle, donc les if, les else, les boucles, mais quand vous combinez ça, vous voyez que là on va regarder chaque élément du tableau, et seulement si un des éléments est égal à Simon, dans ce cas-là on va loguer quelque chose, sinon on ignore les valeurs. Et du coup ça permet de filtrer des informations. Par exemple, je sais pas, moi, vous faites un recensement sur l'âge de vos utilisateurs sur votre site internet. Vous avez, imaginez que vous avez un tableau avec tous les âges de vos utilisateurs. Vous allez pouvoir filtrer pour seulement ceux qui sont supérieurs à 20 ans ou des trucs comme ça. En fait, on peut combiner autant qu'on veut les différents concepts. Est-ce que vous comprenez globalement ce que ça fait là? Là, en fait, on va regarder chaque élément un par un. Et si c'est égal, si l'élément match la condition, hein, c'est un if. Si c'est Simon, on log des points d'exclamation, sinon on fait rien. On ignore juste, puis ça continue à faire la boucle, mais rien de spécial. Je sais pas. Si. Alors, dernier petit truc, et puis après il va falloir s'arrêter, on n'aura pas le temps de tout faire. Là je vais vous montrer, donc là on vient de voir les tableaux. Les tableaux ça permet de stocker des informations de manière dite séquentielle. Donc chaque élément va avoir un index, et on peut parcourir l'index de 0 à 1 ou de 2 à 3, on fait ce qu'on veut avec les boucles finalement. Alors il y a une autre manière de stocker les infos. Alors le J c'est un compteur. Voilà, là en fait names.j, names crochet J, pardon, faut imaginer qu'est-ce que le navigateur il va comprendre. Parce que lui au moment où il va voir ça, il va aller regarder dans names, il va regarder J, donc il va voir si c'est 0, ensuite 1, ensuite 2. Il faut essayer d'imaginer ce que l'ordinateur il va remplacer une fois que le programme sera exécuté. Alors, petite conclusion quand même, donc qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Les variables, les conditions, if, else, les boucles et les fonctions. Donc ça c'est vraiment tous les blocs de base de la programmation. En fait, il n'y a pas plus que ça en JavaScript. Vous avez vraiment vu, on va dire 90% du langage. Donc à partir de ça, maintenant, vous pouvez aller. Il y a une seule chose qu'on n'a pas vu, les structures de type objet. Mais à part ça, vous pouvez faire déjà des programmes assez complexes. Voilà. Merci. Merci.